Voilà, nous allons commencer. J'utilise quand même le micro malgré que nous sommes en comité relativement restreint, mais effectivement on a laissé les fenêtres ouvertes, non même pas, mais la salle est parfois assez bruyante vu la circulation extérieure, donc le micro s'impose et aussi pour que l'enregistrement... Parle quand même plus fort. Le micro s'impose, le micro s'impose et aussi pour l'enregistrement. Voilà. Donc, Attaque Bruxelles 2 a choisi pour cette séance d'actualité d'aborder les questions d'enseignement. C'est évidemment, c'est un sujet que Attaque n'a pas encore souvent abordé, mais c'est une question qui touche à la démocratie. Et donc, en ce sens, elle nous intéresse à la fois en tant qu'organisme et évidemment aussi en tant que citoyen. Voilà. Alors, les questions d'enseignement et les problématiques d'enseignement ne sont pas nouvelles. L'enseignement est à la fois une organisation et un outil formidable d'émancipation, sauf que tout le monde, depuis plusieurs années, n'a pas tout à fait les mêmes chances d'émancipation et qu'il reste des inégalités que l'école, dans son projet initial, était censée combler, faire disparaître, et qui, il faut bien le dire, dans les faits, aujourd'hui, reste marquée, voire trop marquée. Alors, pour en parler, on a invité Jean-Pierre Kerkhoff, qui est président de l'Appel pour une école démocratique, et qui va nous parler pendant une petite heure de différents volets de cette question-là. Il va vous expliquer lui-même comment il va organiser son intervention, et après ça, on consacrera un temps à des questions-réponses liées à cette problématique-là. Voilà. L'exposé que je vais faire là maintenant sera divisé en trois parties. Trois parties qui seront très inégales en ce qui concerne le temps qui leur est consacré. La première partie sera beaucoup plus longue que les deux autres, parce que la première partie concernera justement la question de la reproduction des inégalités sociales par l'école. Et donc ça mérite d'être un peu étayé par un certain nombre de faits, de données chiffrées, et aussi on va essayer de faire en partie l'analyse de ce qui cause cette situation et donc de ce qui permettrait éventuellement d'y remédier. Je dis en partie, je vais m'en expliquer tout de suite après. La deuxième partie sera consacrée à la question du manque de place à Bruxelles, puisqu'on m'a demandé d'en toucher quelques mots aussi. Donc là, ce sera plus court, il y a aussi des chiffres, mais il n'y aura pas de graphique et c'est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus rapide voilà, parler de la situation objective, d'un peu vers quoi on se dirige par rapport à ça. Et la troisième partie, puisque ça aussi on m'a demandé, c'est de faire un peu une comparaison des programmes des partis, non pas de l'ensemble des programmes des partis en matière d'enseignement, parce que ce serait un peu long et fastidieux, mais j'ai regardé un peu les parties des programmes concernant l'enseignement qui sont liés aux recommandations que je vais faire ici, qui sont des recommandations de l'APED, qui elles-mêmes émanent de nos études et nos recherches. Donc première partie, que je vous ai dit, qui sera donc la plus longue, concerne la question de la reproduction des inégalités sociales. On est ici, je pense, dans une organisation progressiste, une organisation de gauche, donc je ne pense pas qu'il est utile d'expliquer pourquoi c'est important que, si possible, il n'y ait pas de reproduction des inégalités sociales et que les jeunes issus des classes populaires aient les mêmes chances que les autres d'apprendre. Donc, je pense parce que parfois il y a des endroits où c'est important de passer 10 minutes pour expliquer pourquoi ça c'est important. Je ne pense pas qu'ici je vais le faire parce que je pense que tout le monde en est convaincu. Donc voilà. Alors maintenant, pourquoi c'est pas comme ça? Et donc d'abord, est-ce que c'est vraiment pas comme ça? Alors pour ça, je vais me baser sur les fameuses enquêtes PISA. Alors ça peut-être quand même en 2 minutes expliquer de quoi il s'agit. On en entend souvent parler, tous les 3 ans ça revient dans la presse généraliste, on redonne les résultats des enquêtes PISA. Qu'est-ce que c'est PISA? Donc c'est une enquête qui est organisée par l'OCDE, donc l'OCDE, organisme de coopération et de développement économique, qui regroupe donc en gros l'ensemble des pays riches, et qui dans différents domaines, dont celui de l'enseignement, effectue des analyses assez pointues et met des recommandations. Alors, par ailleurs, les recommandations de l'OCDE ne sont pas des recommandations globalement qui, moi, me sont sympathiques. Pas plus d'ailleurs en matière d'enseignement que dans d'autres matières, parce que l'OCDE vise l'intérêt des pays développés, des pays riches, puisque c'est une association qui regroupe ces pays-là. Et quand je dis l'intérêt des pays riches, c'est toujours la même chose, c'est l'intérêt des classes
favorisés de ces pays. Donc, en général, voilà ce que vise l'OCDE. Néanmoins, l'OCDE a des moyens, justement, de par ce qu'elle représente, des moyens dont aucune association ne peut rêver, même pas 10% de leurs moyens, et ils ont l'occasion de faire des enquêtes à une échelle très large, et donc, pour ça, je veux dire, il serait sot de refuser les résultats de leur enquête, qui, elles, sont des enquêtes menées sur une base scientifique tout à fait rigoureuse et objective. Après, les analyses et les interprétations qu'on en fait, c'est autre chose, mais en tout cas, les moyens dont ils ont, ben voilà, c'est bien qu'on puisse en profiter. Alors, PISA, ça veut dire Programme international de suivi des acquis. Donc, ça veut dire que tous les 3 ans, on recommence les mêmes enquêtes dans les mêmes pays, et on voit un petit peu ainsi l'évolution. C'est quoi ces enquêtes? Donc ça concerne les élèves de 15 ans, plus exactement un échantillon représentatif d'élèves de 15 ans des différents pays membres de l'OCDE, échantillon représentatif, et à qui on pose des questions dans 3 domaines, les mathématiques, la lecture en langue maternelle et les sciences. Et chaque année, enfin tous les 3 ans plutôt, à chaque nouvelle enquête, il y a un des 3 thèmes qui est davantage développé que les autres, et la dernière fois, donc PISA 2012, c'était les mathématiques. C'est pourquoi vous allez voir surtout les résultats qui concernent les mathématiques, mais vous devez savoir que la tendance globale est la même dans les autres matières que les mathématiques. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Alors, souvent, quand on parle des enquêtes PISA, on parle de ceci. C'est-à-dire qu'on compare les différents pays en ce qui concerne les performances moyennes de leurs élèves. Donc il faut savoir que cette enquête, je ne veux pas faire une leçon de statistique ici, donc c'est pas ça qui est important. Disons juste que l'élève qui obtient un score moyen par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE, il obtient en gros une note de 500. Hein, c'est comme ça que c'est normalisé. Et donc vous voyez la moyenne des différents pays. Bah, celui qui obtient la meilleure performance, c'est la Suisse avec la communauté flamande de Belgique. Donc les enquêtes sont menées pays par pays en ce qui concerne l'OCDE, mais dans les pays où il y a une décentralisation de l'enseignement, les enquêtes sont aussi menées région par région, on va dire. Alors ici, ça nous intéresse moins évidemment de savoir, de différencier les différents cantons suisses par exemple, parce que c'est le cas. Par contre, différencier les 2 régions principales de Belgique, c'est pas inutile, donc là on les a séparés. Et donc là, la communauté flamande obtient un très haut score, etc. Vous voyez que la communauté française de Belgique, répertoriée par FWB pour Fédération Wallonie-Bruxelles, et un petit peu en dessous de la moyenne. Bon, il y a des pays qui font nettement moins bien. En général, dès que les enquêtes PISA sortent, donc tous les 3 ans, les presses des différents pays se jettent là-dessus et regardent si par hasard le pays en question n'a pas gagné quelques points ou perdu quelques points et surtout gagné une place par rapport aux autres pays, etc. Ça nous semble à nous relativement futile. Pour 2 raisons, parce que premièrement, en tant que progressiste, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas plus que les élèves belges obtiennent de meilleurs scores que des élèves d'autres pays, ça c'est une première chose, mais aussi deuxièmement, parce que d'un point de vue purement scientifique, cette comparaison n'a pas beaucoup de sens. Pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que les programmes ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Or, j'ai oublié de le dire, mais dans les enquêtes PISA, les questions qui sont posées aux élèves sont rigoureusement les mêmes. Hein, donc on dit, voilà, on pose un certain nombre de problèmes, on demande aux élèves de répondre, mais il est évident, puisqu'on parle ici de maths, bon, même si vous avez oublié vos cours de maths depuis un petit temps, mais si je pose un problème pour lequel il est important pour répondre à ce problème de savoir résoudre une équation du second degré, il est évident que les élèves qui ont vu l'équation du second degré à 15 ans pourront plus facilement répondre que ceux qui ne savent même pas ce que c'est une équation du second degré. Or, d'un pays à l'autre, ça change. Les programmes d'une année à l'autre, ça change. Et c'est pas pour autant que dans le pays où ils n'ont pas vu l'équation du second degré que l'enseignement est moins bon, c'est juste qu'il a été vu dans un autre ordre, et c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est pas très pertinent ça. Et puis, en plus, je vais vous faire remarquer que finalement, quand on regarde ça, les écarts entre pays ne sont pas si énormes. Hein. C'est pas terrible comme différence. Alors que, par contre, quand on regarde... Tu peux rappeler, Jean-Pierre, c'est quoi les indices? C'est des indices de quoi? C'est Alors, quoi entre 400 donc, bas, les élèves ont obtenu un certain nombre de points en fonction de leur réponse aux questions. C'est des hein, points. c'est des points. C'est des points que les élèves ont obtenus. Hein, mais maintenant, ce n'est pas des points sur 500 ou sur 600. C'est un indice normalisé. Mais donc, simplement, voilà, celui qui a eu le plus de points a mieux répondu que celui qui a eu le moins de points. Ça c'est clair. Et donc là, on prend les résultats, les moyennes des différents pays. Et on voit donc que des pays se classent mieux que d'autres. Mais je répète, les différences ne sont pas si énormes. Ici, c'est plutôt les valeurs relatives qu'il faut regarder plutôt que les chiffres absolus. Plus intéressant, me semble-t-il, est le graphique suivant.
Dans le graphique suivant, on a donc regardé l'écart de résultats entre élèves correspondant au quartile socio-économique extrême. Ça veut dire quoi? Les quartiles socio-économiques, ça veut dire que dans chaque pays, on a divisé la population en 4 quartiles. Le premier quartile, c'est les 25% les plus pauvres, et le quatrième quartile, c'est les 25% les plus riches. Bon. Et dans chacun de ces quartiles, on a pris la moyenne des élèves, dont les parents appartiennent à ces quartiles-là, et on a pris la moyenne de leurs résultats. Je vous fais remarquer que s'il n'y avait pas d'inégalité sociale face aux performances scolaires, les rectangles que vous voyez là seraient tous réduits à 0. Il serait un point, puisque ça voudrait dire que le résultat moyen des élèves du premier quartile serait le même que les résultats moyens des élèves du quatrième quartile. Il ne devrait pas, si l'école ne reproduisait pas les inégalités sociales, il n'y aurait pas de différence. Il peut bien sûr y avoir une différence d'un individu à un autre, pour des tas de raisons, mais globalement, si on voit une différence entre les personnes simplement par leur appartenance aux différents quartiles, c'est qu'il y a une reproduction sociale des inégalités. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, il y a des rectangles partout, donc partout, il y a des inégalités sociales face à l'école. Il ne faut pas non plus laisser dire un certain nombre de choses, j'entends parfois, en Finlande, en Norvège, il n'y a pas de problème, mais si, il y a aussi des reproductions des inégalités sociales. Là-bas aussi, ce qu'il y a, c'est que ce qui est très intéressant aussi à remarquer, c'est que ces rectangles sont extrêmement différents. Hein, et il y en a qui sont de très grande longueur, comme celui de la France, comme celui de la communauté flamande, comme celui de la communauté française. Alors que c'est vrai que pour les pays scandinaves, par exemple, dans la majorité des pays scandinaves, ils sont en bas du classement, ils sont avec des écarts beaucoup moins grands. Donc ça veut dire que les 3 pays qui sont en haut, on va beaucoup en reparler, enfin les 3 pays, pardon, les 2 pays qui sont en haut, dont les deux régions de Belgique plus la France, hein, eh bien, ce sont ceux qui vraiment ont des performances nettement moins bonnes que les autres par rapport à la lutte, je vais dire, contre les inégalités sociales. Jusqu'il y a moins d'1 an, quand je faisais une intervention du genre, je disais que la communauté française était championne du monde, toute catégorie des inégalités. Maintenant, vous constatez qu'en toute honnêteté statistique, je ne peux plus dire ça, puisque vous voyez qu'il y a 2 pays, par exemple, dans ce cas, mais il y a plusieurs critères, mais si je prends ces critères-là, il y a effectivement, enfin, 2 pays, régions qui le dépassent. Mais malheureusement, c'est pas trop parce que nos performances se sont améliorées, c'est pas parce qu'on aurait réduit ici les inégalités, c'est malheureusement parce que les inégalités se sont creusées en Flandre et en France. D'accord? Donc ça voilà, ça c'est une réalité qui est très interpellante, me semble-t-il. Alors, voilà, de manière à ne pas quand même vous trop vous ennuyer, surtout à faire un exposé trop long, j'ai fait ici une synthèse parce que je vous ai parlé du premier critère pour vous donner un exemple, mais il y a d'autres critères pour mesurer l'inéquité ou l'équité d'un système éducatif. Par exemple, on peut tenir compte du résultat des élèves en fonction de ce qu'on appelle leur indice ESCS. Donc dans les enquêtes PISA, on a posé un certain nombre de questions aux élèves, des questions très concrètes, très pratiques, parce qu'un élève de 15 ans, par exemple, peut difficilement évaluer à quelle classe sociale appartient ses parents, etc. C'est pas évident. Donc plutôt que de lui poser cette question qui serait extrêmement subjective, on lui pose des questions très objectives, très concrètes, et en mélangeant ces questions, ces réponses-là, et en faisant une analyse objective, on arrive à dire, ben voilà, tel élève appartient, on lui donne un indice, qu'on appelle un indice ESCS, qui permet de classifier la classe sociale de l'élève. Et par exemple, on peut voir, une façon plus fine d'ailleurs que dans le graphique précédent, c'est de se rendre compte que, tiens, en gagnant un point dans l'indice ESCS, est-ce qu'un élève augmente ses performances, hein? Et on voit que oui, et on peut faire un classement, ça tient, quel est le bénéfice qu'on obtient aux enquêtes PISA en gagnant un point d'indice ESCS, c'est-à-dire en étant un peu plus riche que le voisin. Hein. Et ça, on voit on peut ainsi faire un classement. C'est une deuxième manière de faire un classement. Une troisième manière de faire un classement, c'est de tenir compte, tiens, y a-t-il une différence entre les élèves dont la mère a obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire et ceux dont la mère n'a pas obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire. C'est important. Pourquoi la mère et pas le père? Bon, d'abord parce qu'il faut bien choisir. Deuxièmement, parce que souvent la mère, on constate que voilà, la société étant ce qu'elle est, joue un rôle plus important dans l'éducation des enfants et dans l'instruction des enfants que le père. Donc on peut tenir compte de cette graphie-là. Et là, on voit qu'effectivement, là évidemment, c'est plutôt une coupure nette, parce qu'il y a ceux dont la mère a obtenu et ceux dont la mère n'a pas obtenu. Mais dans chaque pays, on peut voir tiens, quel est l'écart moyen de résultats. Et on peut de nouveau établir un classement. Et un quatrième et dernier critère, il y en a d'autres possibles, mais il y en a 4 qui ont été faits ici, c'est de dire, tiens, de faire la différence entre les élèves dont un des parents, là on n'a pas fait attention, peu importe si c'est le père ou la mère, un des parents a obtenu un diplôme quelconque d'enseignement supérieur, et ceux dont ce n'est pas le cas. Là aussi, on voit une différence tout à fait non négligeable statistiquement entre ces résultats.
Et donc on obtient ainsi 4 classements différents. Et ce que vous voyez là, c'est simplement une moyenne des classements des différents pays. Hein, donc vous êtes classé, on n'a pris que les pays européens ici de l'OCDE. Et donc vous êtes classé, alors pour une raison technique, qui est d'ailleurs due au départ à une petite erreur, mais peu importe, du moment qu'on le sait, on peut la corriger facilement. Les pays ne sont pas classés de 1 à 19, parce qu'il y en a 19, mais de 0 à 18, d'accord? Bon, peu importe, donc si vous êtes premier, vous êtes en fait 0e, entre guillemets, hein, etc. Bon, alors on fait une moyenne de votre classement dans les 4 classements, et voilà ce qu'on trouve. Forcément, on trouve des nombres qui peuvent très bien ne pas être des nombres entiers, puisque si vous n'êtes pas... chaque fois, votre classement est un nombre entier, mais quand on fait une moyenne et qu'on divise par 4, forcément, c'est pas forcément un nombre entier. Vous voyez que, de nouveau, c'est les 3 mêmes pays qu'on voyait tout à l'heure. Enfin, pays, régions, je suis désolé, c'est tous des pays, sauf pour la Belgique où on a mis Flandre et communauté française. Donc France, Flandre et communauté française sont de loin les moins bien classés. Et vous voyez que les pays scandinaves sont les mieux placés avec l'Italie, etc. Bon, voilà, ça c'est la moyenne des classements d'équité selon ces 4 critères. Donc c'est extrêmement interpellant et la question alors se pose de savoir, mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Tu peux interpréter le fait que tantôt la Grèce était tout à fait dans le bas du classement, le dernier, et là la Grèce est en meilleure position. Oui, ça veut donc dire que dans les 3 autres classements, elle se classe nettement mieux que dans celui que ils sont globalement mauvais, mais globalement, non. Ça veut dire que globalement, ils sont quand même pas, en termes d'inéquité, ils sont quand même pas si mauvais que ça. Ils sont mauvais sur l'échelle des résultats scolaires. Ah oui, oui, par rapport aux résultats moyens, tout à fait, oui. Alors là, on trouve les 4 pays, ah oui, ça, en fait, c'est 2 classements qui n'ont rien à voir. Hein. Le résultat moyen, c'est une chose, et l'inéquité, c'est autre chose. Ce qu'il y a, c'est que certaines personnes veulent faire dire que si on voulait lutter pour plus d'équité, hein, eh bien, alors d'office, on ferait baisser le niveau moyen. Et ça, c'est faux, parce qu'on voit qu'il y a 4 catégories de pays qui interviennent. Il y a les pays ou régions qui ont un haut niveau d'équité et des résultats moyens très élevés. Exemple typique, la Finlande, par exemple, mais bon, il y a des pays régions qui ont un résultat moyen très élevé, mais un très haut degré d'inéquité. Exemple typique, la Flandre. La Flandre, si vous vous souvenez, avait un résultat très élevé en résultat moyen. En inéquité, donc c'est très mauvais. Bon. Et donc c'est bien la preuve qu'on peut avoir... alors c'est vrai que là, la Flandre est souvent prise en exemple, en disant mais oui, d'accord, mais ils sont fort inéquitables, mais c'est grâce à ça que leur niveau moyen est élevé. Ben non, parce qu'il y a l'autre exemple de la Finlande, et il y en a d'autres pour qui c'est pas le cas. Et il y a aussi le cas de pays avec des niveaux moyens assez bas, mais avec une équité relativement élevée. Exemple typique, l'Italie par exemple, qui n'a pas un résultat moyen très élevé, mais qui est assez bonne en termes d'équité. Donc ça c'est vrai, c'est aussi un exemple que vont prendre les autres qui vont dire oui mais regardez, mais on peut prendre aussi la communauté française qui elle, pour prendre le 4e type d'exemple, on est vraiment là, hein, nous on a vraiment des résultats moyens assez bas et un niveau d'équité assez bas aussi. Donc tous les cas de figure sont possibles. Donc ce serait pas correct non plus, parce qu'il y a parfois des progressistes qui veulent prendre leur rêve pour la réalité et qui disent non, tous les pays qui luttent efficacement contre les inégalités ont des résultats moyens élevés. J'aimerais bien que ce soit comme ça, mais malheureusement c'est pas vrai non plus, c'est pas comme ça. Mais c'est faux et c'est archi faux de dire que tous les pays qui ont des résultats moyens élevés ont pour autant forcément une grande iniquité. C'est pas vrai du tout. Il y a des pays qui arrivent à faire les deux. Voilà. Alors, voilà. On a parlé tout à l'heure un peu des effets de l'immigration. Je ne vais pas parler longuement de l'immigration ici, mais quand même dire quelques points. Souvent on dit oui, mais les pays qui ont de grandes inéquités, c'est parce qu'ils ont un taux élevé d'immigrés, et en réalité, c'est les immigrés qui font baisser le niveau moyen. Alors, quand on regarde, si on regarde, je dirais un peu de manière bête et méchante les chiffres, on va penser qu'on a la confirmation de ça. Parce que quand on regarde le niveau des immigrés, en général dans la plupart des pays où il y a des taux élevés d'immigrés, ou même s'il n'y a pas des taux élevés, en général, ils obtiennent des résultats moins bons que les autres. Et donc on va dire, oui, c'est bien la preuve, c'est des immigrés qui font baisser le niveau moyen, etc. Seulement, il faut regarder les choses un peu plus finement, parce que je rappelle que les immigrés qui sont dans un pays en général, ils n'y sont pas venus par hasard, ils y sont venus pour des raisons historiques bien comprises. À un moment donné, on a fait appel à de la main-d'œuvre peu qualifiée, etc. Donc, je dirais, l'origine sociale moyenne des jeunes issus de l'immigration est en général inférieure à l'origine sociale moyenne des autochtones.
Et donc, est-ce qu'ils ratent parce qu'ils sont pauvres ou est-ce qu'ils ratent parce qu'ils sont immigrés? Ça, à ce moment-là, la question mérite d'être posée. Et la plupart du temps, quand on regarde ces résultats, on voit que, dans la plupart des cas, le résultat des immigrés est très comparable à celui des élèves autochtones qui ont la même origine sociale qu'eux. C'est très certainement le cas, par exemple, chez nous en communauté française. Donc ceux qui affirment que les immigrés font baisser le niveau de travail, ils sont complètement à côté de la plaque en communauté française parce qu'un élève issu de l'immigration obtient des résultats mais quasiment similaires à ceux d'un Belge qui a de la même origine sociale. C'est beaucoup moins vrai en Flandre, par exemple. Pour des raisons sur lesquelles on peut discuter, probablement liées à la langue ou tout ce qu'on veut, c'est clairement plus difficile, allez, on va le dire platement, pour un élève marocain d'apprendre le néerlandais que d'apprendre le français, ne fût-ce que pour des raisons historiques, parce qu'il vit dans un pays qui a été colonisé par la France, etc. Alors que, bon, donc, enfin, je ne sais pas, à la limite, peu importe la raison, mais le fait est qu'en Flandre, oui, le facteur immigré joue un rôle, certainement pas en communauté française. Dans la plupart des pays, il ne joue pas un rôle. Ce qui est intéressant ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le même résultat que tout à l'heure avec les résultats interquartiles, donc je vous réexplique plus ce que c'est, mais on a mis, donc voilà, les rectangles que vous voyez dans leur entièreté reprennent les mêmes résultats qu'ailleurs, mais on a mis en noir, on a colorié en noir la partie qui ne reprend que les autochtones seuls, c'est-à-dire d'une manière un peu rapide, si vous voulez, peut-être on pourrait dire brutale, on a retiré tous les jeunes issus de l'immigration des statistiques. De manière, alors comment est-ce qu'on définit jeunes issus de l'immigration? Soit ceux qui sont nés à l'étranger, soit ceux dont un des deux parents est né à l'étranger. D'abord, si les deux parents sont nés en Belgique, il faut arrêter, parce qu'alors, après combien de générations, on va dire qu'ils sont issus de l'immigration. Donc là, on les a mis dans les autochtones. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des petites différences, bien sûr. Dans certains pays, la différence est plus grande, hein, mais ce qui est certain, c'est que la tendance globale est exactement la même, que quels que soient les pays que vous preniez. Donc ça veut dire, oui, je vais vous expliquer le cas particulier de l'Irlande après, c'est assez marrant, effectivement. Ouais. Non, mais la Suisse, ce qui se passe en Suisse, c'est que vous avez un résultat effectivement très différent entre les immigrés et si vous prenez que les Suisses autochtones. Ceci dit, le classement de la Suisse n'est pas fondamentalement différent, il est un petit peu différent, il y a 2-3 places de différence, mais c'est vrai que c'est le cas peut-être le plus flagrant. Mais donc, en gros, la tendance, ça veut dire que si un pays est inéquitable, il est inéquitable avec les étrangers, mais il est aussi inéquitable avec les autochtones, de la même origine. Pourquoi? Alors je vois qu'il y a des gens attentifs qui ont remarqué qu'il y avait un truc bizarre avec l'Irlande, parce qu'effectivement avec l'Irlande, ce qui se passe, c'est que les jeunes issus de l'immigration, si on les retire de la statistique, eh bien c'est moins bon. Hein, donc l'iniquité est encore pire si on ne prend que les Irlandais de souche, qu'on n'aime pas trop s'écouter. Si. Pourquoi? Et non, mais il y a une explication en fait. Hein, mais oui, en Irlande, il y a une politique de l'immigration qui est extrêmement différente de la grande majorité des autres pays. C'est qu'ils font venir des étrangers hautement qualifiés. Parce qu'ils ont besoin de ça. Je pense que si on faisait la même chose aux États-Unis, on obtiendrait sans doute le même genre de résultats. Parce que là aussi, l'immigration, c'est souvent hautement qualifié. Donc voilà, ça explique cette petite bizarrerie qui fait qu'en Irlande, les immigrés, finalement, réussissent mieux que les Irlandais de souche. Voilà. Alors, je pense que ce double graphique, ce double schéma est fort intéressant. Parce que là, il permet de bien... On a pris deux exemples extrêmes, la Belgique, et là on a regroupé la communauté française et la communauté flamande pour avoir quelque chose de plus facilement comparable avec la Finlande. On a pris les deux extrêmes, de nouveau, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on prenne la Finlande, parce que... Bon, mais c'est les deux extrêmes, mais c'est intéressant parce que ça permet de faire une comparaison relativement... Donc ici, les points qu'on a pris, ça ne représente pas des élèves, mais des établissements, des implantations scolaires. Et donc, pour les deux pays, ce qu'on a fait, on a pris donc l'indice socio-économique d'un établissement, donc on a pris un peu l'indice ESCS, donc ce fameux indice socio-économique de tous les élèves de l'établissement, on a fait une moyenne. Okay, ça c'est 1, ça c'est ce qu'on a mis en abscisse, à l'horizontale, et en ordonnée, donc à la verticale, on a pris la moyenne des points en mathématiques des élèves de l'établissement concerné. Alors, vous voyez deux différences, ça saute aux yeux, deux différences majeures en ce qui concerne même 3, on pourrait dire, en ce qui concerne la Belgique et la Finlande. Premièrement, en ce qui concerne la Belgique, c'est très étalé, fondamentalement c'est 2, parce que la troisième découle automatiquement, mais je veux dire, ça mérite quand même un commentaire.
c'est très étalé horizontalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Belgique, il y a des indices socio-économiques par établissement qui sont extrêmement différents. En gros, pour ceux qui en doutaient encore, on a des écoles de riches et des écoles de pauvres. Et on a évidemment entre les deux, parce que c'est toujours, je n'aime pas en statistique, je fais des caricatures quand je parle, parce que école de riches et école de pauvres, mais si je dois commencer à nuancer, ça va prendre 10 minutes par dia. Mais donc voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire. Et si vous prenez pour la Finlande, ben, vous voyez, il n'y a qu'à regarder, c'est beaucoup plus condensé, donc ça veut dire que l'indice socio-économique des écoles finlandaises est relativement proche d'une école à l'autre. Donc il n'y a pas d'école de riches et d'écoles de pauvres, en tout cas beaucoup moins en Finlande que... Alors il y a quelques... Il ne faut jamais regarder en statistique les exceptions, il y a quelques écoles qui se baladent un peu ailleurs de la moyenne, mais globalement, la grosse tendance est celle-là. De même, c'est très étalé, en ce qui concerne la Belgique, je reviens maintenant à la Belgique, c'est très étalé de haut en bas. Mais là, on n'est pas très étonné, mais quand même, oui, on doit être étonné parce que c'est pas forcément la même chose. On voit qu'il y a des écoles qui réussissent avec des niveaux moyens très élevés et des écoles qui ont des niveaux moyens très bas. Donc, ça, alors que pour la Finlande, de nouveau, c'est beaucoup plus condensé comme ça aussi. Donc le niveau moyen de résultats des écoles finlandaises est à peu près le même, en gros, donc de nouveau en caricature. Ça, c'est les deux choses qu'on voit. Et alors, évidemment, le résultat de ça, c'est que quand vous voyez, vous avez une tendance comme ça, donc c'est du côté de la Belgique, ça monte très fort. Ça veut dire que plus l'indice socio-économique moyen d'une école est grand, plus son résultat moyen est élevé. Ça, on pouvait s'y attendre, puisque c'était le cas pour les élèves en général. Donc, ça doit être le cas aussi, si c'est le cas pour les établissements. Mais, et c'est évidemment forcément beaucoup moins le cas pour la Finlande. Mais par contre, ce qui n'était pas évident au départ, c'était d'avoir un graphique comme ça, parce que l'autre jour, il y avait une militante de la PET qui faisait pour la première fois un exposé et qui m'avait demandé de venir en me disant regarde, et alors je trouvais que son exposé était très bon, elle a juste dit une chose, elle a dit mais voilà, ça c'est évident, on s'y attendait d'après les résultats d'avant. C'est pas du tout évident, parce que vous pourriez très bien avoir un pays dans lequel les inégalités entre élèves sont très grandes et qu'il y a beaucoup d'élèves qui performent très bien et d'autres qui performent pas bien du tout, mais où ces élèves soient équitablement répartis dans toutes les écoles. Et donc ça ne veut pas dire automatiquement que parce que vous avez des grandes inégalités de performance entre élèves, vous avez des inégalités de performance entre écoles. Ça n'est pas une liaison automatique. Mais en Belgique, oui, c'est bien comme ça. Donc c'est clair que s'il y a une différence, une telle ségrégation entre élèves, c'est sans doute parce qu'il y a une ségrégation entre écoles. Une ségrégation là qui est à caractère social. Donc ça me semble relativement important. Alors, pourquoi cette ségrégation? Alors je ne vais pas passer mon temps à détailler complètement cette dia, mais je pense que c'est quand même intéressant de voir que qu'est-ce qui fait... Alors première chose importante, c'est de voir que ça c'est une analyse, par contre ça c'est la PET qui a fait ça, c'est pas PISA, c'est pas l'OCDE, donc ça c'est nous qui avons imaginé ça, donc on assume, mais il nous semble qu'il y a une liaison et une relation en boucle, c'est-à-dire entre la ségrégation sociale et la ségrégation académique. C'est-à-dire qu'il y a une ségrégation sociale qui alimente une ségrégation académique et qu'en retour, la ségrégation académique alimente la ségrégation sociale. Je vais m'expliquer. Donc, d'abord, commençons par la ségrégation sociale. Il faut bien commencer par quelque chose et je pense que c'est effectivement là que ça commence. Bon, à quoi est due cette ségrégation sociale? Il y a plusieurs facteurs. Vous voyez que l'importance des flèches est due à l'épaisseur des flèches, d'après nous, c'est ce qui fait que le facteur est plus ou moins important. Alors oui, il y a une ségrégation résidentielle, c'est clair, et donc oui, cette ségrégation résidentielle entraîne une ségrégation sociale dans les écoles, évident. Mais je ne pense pas que c'est la raison principale, mais c'est bien une des raisons. Alors autre chose, pour moi plus important, l'affinité sociale dans le choix de l'école. Vous avez en fonction de l'origine sociale, les gens se côtoient davantage, dans les mêmes milieux sociaux, ils se disent « Ah oui, toi tu vas dans telle école, bah tiens, moi je vais y aller aussi, c'est une école qui est pas mal, etc. » Donc, alors que dans d'autres milieux sociaux, ben oui, on se côtoie aussi, moi je vais dans telle école, mais donc voilà, comme il y a une ségrégation dans les gens qu'on fréquente, ben, il y a une ségrégation aussi dans les écoles qu'on fréquente. Et il y a aussi quand même un facteur, on l'a mis là, qui est un facteur qui n'est pas négligeable, c'est le coût des études. Alors on va dire, oui, mais en Belgique, les études, c'est gratuit, oui, c'est vrai, c'est gratuit, on ne peut pas payer de droit d'inscription, mais quand vous savez, par exemple, que la perspective d'un voyage de réto, ça va être un voyage à New York,
et que si vous n'avez pas le moyen de le payer, ce voyage à New York, vous n'allez pas inscrire votre enfant dans cette école, voilà, parce que vous savez, oui, mais il va laisser partir les autres. Je ne veux pas, à juste titre, si vous êtes un parent qui a un peu de cœur, vous n'allez pas faire ça. Mais donc ça joue forcément dans la ségrégation sociale. Bien, une fois que vous avez cette ségrégation sociale, ça entraîne une ségrégation académique. Ça veut dire que les écoles où il y a plus de gosses de milieux favorisés vont obtenir de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que les gosses de milieux favorisés, ils ne sont pas seulement favorisés socialement, ils sont aussi favorisés, on va dire, académiquement. Parce que, en termes de soutien, d'encadrement, s'ils ont le moindre besoin de cours particuliers, ou d'aide directe, quand les parents sont en général de milieux sociaux, enfin ils ont un milieu culturel plus élevé, ils ont fait des études supérieures, ils peuvent parfois directement élever leurs enfants, s'ils ne peuvent pas, ils ont des relations sociales, ils peuvent aller trouver un tel et un tel pour aller trouver la personne ad hoc pour donner les études. Comme prof, moi je le vois, hein, donc je veux dire, quand un collègue me dit, est-ce que tu veux pas t'occuper, voilà, mon gosse il a une difficulté là, tu veux pas lui donner une heure de cours, je veux dire, à moins que je me dispute de manière définitive, que je me brouille de manière définitive avec mon collègue, qu'est-ce que je fais? Je dis oui. Et je prends sa fille ou son fils 1 heure ou 2 heures pour lui donner un coup de main. C'est pas dans tous les milieux sociaux qu'on peut se permettre ça. Voilà, donc ça c'est un élément. Et puis sinon, on peut payer des cours particuliers, éventuellement bien chers, etc. Donc voilà, tout ça, ça joue. Rapport au savoir, rapport à l'école. Attendre des parents, c'est fort proche, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les milieux favorisés, on a parfaitement intégré l'idée que, il faut passer par l'université pour avoir le destin social qu'on se donne, et que pour passer par l'université, il faut faire des études d'enseignement général, qu'il faut les réussir. Et donc même si on n'a pas trop envie, etc., oui, on le fait, et si on n'a pas trop envie, on se fait rappeler à l'ordre vivement par le milieu familial, etc. C'est moins évident dans d'autres cas. Ça ne veut pas dire que les gosses de milieux populaires, que leurs parents n'ont pas des attentes et n'ont pas d'ambition pour leurs enfants. C'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, si on leur dit, oui, mais ça va pas, ou bien on dit, ok, mon fils n'est donc pas fait pour ça. Jamais on va accepter ça dans un milieu plus favorisé. Bon, donc voilà. Alors, filière hiérarchisée, je vais y revenir tout de suite. Redoublement, ça aussi, je vais y revenir. Exigence des enseignants. Et c'est un enseignant qui le dit, hein, parce que je suis président de la PEN, mais je suis aussi par ailleurs enseignant, comme boulot. J'ai un peu honte de dire ça, mais ça joue un rôle. Je le sais, je le vis en conseil de classe régulièrement. Quand un gosse de milieu favorisé ne réussit pas très bien, on se dit, oui, mais bon, qu'est-ce qu'il fait? On appelle les parents, on dit, mais ça ne va pas, il faut prendre des mesures. Quand c'est un gosse de milieu populaire, parfois on se dit, et après tout, n'est-ce pas normal qu'il échoue, sans doute? Je vous assure, c'est pas formalisé de manière aussi crue que je le dis maintenant, mais moi je le vis en conseil de classe un peu comme ça. Et puis aussi parce que, comme on a cette ségrégation, on parle maintenant de ségrégation académique, quand vous êtes dans une école où vous avez tous des élèves qui en veulent, qui sont de milieu, vous poussez le niveau plus loin. Et si les élèves sont en difficulté, vous essayez de faire ce que vous pouvez, vous colmatez les brèches. Et donc, vous n'exigez pas tout à fait la même chose, mais donc vous ne faites qu'accentuer l'écart, qui était peut-être moins grand au départ, et puis que vous avez accentué. Donc ça joue un rôle aussi. Sélection à l'entrée, on va dire, sélection à l'entrée, c'est plus permis. En primaire, formellement, c'est pas permis, mais à part le décret d'inscription en première secondaire, il n'y a pas de régulation formelle. Et donc, ailleurs, dans les autres années du secondaire et en primaire, vous avez clairement un découragement de certains milieux sociaux à venir s'inscrire dans telle ou telle école, et on vous dit, vous savez, je pense que l'intérêt de votre enfant, ce serait peut-être d'aller ailleurs, parce qu'ici, il ne va pas se sentir bien. Je vous dis ça, c'est pour vous, hein, donc pour lui. Et parfois, vous avez les parents qui sortent en serrant la main en disant « Merci beaucoup, monsieur le directeur hein, ». Donc ça existe, ça. Hein. Et même maintenant, avec le décret d'inscription, c'est pas encore interdit de « Ah, vous venez déposer, ok, je prends, pas de problème, mais vous êtes sûr que vous avez bien réfléchi. Hein, parce que, donc ça existe même avec le décret d'inscription actuel. Donc voilà, recrutement des enseignants, oui, parce que dans les écoles de milieux très favorisés, ils peuvent se permettre, il y a beaucoup d'enseignants qui sont candidats à aller dans ces écoles-là, donc ils peuvent se permettre de faire un recrutement, ils prennent ce qu'ils estiment être les meilleurs, ceux qui sont plus expérimentés, ceux qui ont peut-être différentes palmes académiques, que sais-je, hein, mais par contre, dans les autres,
oui, ils n'ont pas le choix, ils prennent ceux qui veulent bien y aller. Alors parfois il y a d'excellents enseignants, je ne dis pas du tout ça, je pense même, moi j'ai la faiblesse de penser que c'est plus difficile d'enseigner à des jeunes qui sont en difficulté que d'enseigner à des jeunes qui de toute façon ils vont s'en sortir. Mais c'est parfois plus difficile pour les enseignants. L'expérience montre que beaucoup d'enseignants quittent après un temps très court, donc quand ils sont dans certains types d'écoles. Alors après ça, alors là c'est un service vicieux, je vais arrêter avec cette dia, mais vous avez comme vous avez cette ségrégation académique, des très bons résultats, des beaucoup moins bons résultats dans d'autres écoles, ben vous avez des stratégies des parents qui veulent encore plus qu'il y ait une ségrégation sociale, qui ne veulent surtout pas que leurs gosses soient placés dans des écoles avec des milieux sociaux défavorisés, parce qu'ils savent que, ils disent oui mais bon, moi je vois dans telle école, machin, ghetto, ça se passe pas bien, donc voilà, et c'est reparti avec la boucle en question. Alors, quels sont les critères qui font que il y a de tels niveaux d'inégalité dans certains pays et pas dans d'autres? Je vais accélérer parce que je vois que je suis un peu long. Alors, d'abord, première préliminaire, vous ne ferez pas dire que je vous ai identifié 4 critères et que ces 4 critères-là, ils expliquent tout. C'est pas vrai. Je pense que l'échec scolaire et l'inégalité sociale face à l'échec scolaire, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, des facteurs pédagogiques, tout ce que vous voulez. Par contre, je ne veux pas non plus que, parce que souvent on vient avec ça, on dit c'est très complexe et donc du coup on ne fait rien, on ne veut pas analyser, ça va. Non, je pense qu'il y a quand même clairement, on peut identifier des facteurs qui sont des facteurs importants. À la PED, on en a identifié 4 ici. On a un programme en 10 points, donc on a un peu plus que ça, mais les 4 plus fondamentaux, nous semble-t-il, sont ceux-ci. En tout cas, qui jouent parfois là. Le premier, c'est la filiarisation. C'est-à-dire l'existence de filières qui sont, en ce qui concerne la Belgique, générale, technique, professionnelle, ça s'appelle parfois un peu autrement, mais donc qui sont des filières que nous estimons être hiérarchisées, c'est-à-dire dans lesquelles les ambitions qu'on donne en termes de résultats scolaires ne sont pas les mêmes. On va voir cela dit à suivant que, pour ceux qui en doutent, c'est relativement clair quand on regarde les tests PISA. Ce qui est intéressant, c'est de regarder quelle est l'orientation à 15 ans, donc, puisque c'est les élèves qui ont participé au test PISA qui ont répondu à ces questions, selon l'origine sociale. Et là, on a fait les choses un peu plus finement, on a réparti en déciles. Donc c'est les 10%, le premier décile, c'est les 10% les plus pauvres, et le 10e décile, c'est les 10% les plus riches. Et vous avez évidemment tous les intermédiaires entre les deux. C'est extrêmement flagrant quand vous regardez ça. Regardez ici, en général, donc, vous avez un peu plus dans le premier décile, donc les plus pauvres, on est à 15 ans, vous avez à peine 25% des élèves qui sont encore dans l'enseignement général, dans le premier décile. Quand vous regardez dans le 10e, regardez, il y en a plus de 85% qui sont encore dans l'enseignement général. Et vous voyez que la descente est quasiment linéaire. C'est flagrant. Et quand vous regardez l'autre extrême, c'est-à-dire le professionnel, vous voyez que dans le premier décile, vous en avez plus de 20% à ce moment-là qui sont déjà dans le professionnel, et je fais remarquer plus de 10% qui sont encore dans le premier degré et qui ne rentrent pas dans les statistiques vraiment ici. Alors que regardez du côté du 10e décile, bah, c'est 1% qui sont dans l'enseignement professionnel à 15 ans. Évidemment, pour le technique, c'est un peu intermédiaire. Intéressant aussi de remarquer que, regardez, pour le 10e décile, donc vraiment les plus riches, vous en avez 1% qui sont encore dans le professionnel, donc vraiment c'est négligeable. Vous n'en avez pas beaucoup, mais vous en avez plus. Vous en avez 3 ou 4 fois plus qui sont encore dans le premier degré. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ça veut donc dire que les parents de ces milieux-là, ils ont préféré faire doubler leurs gosses si vraiment ça n'allait pas du tout, que de les envoyer vers l'enseignement professionnel. Alors quand on vient me dire, oui mais il n'y a pas d'hiérarchisation des filières, là c'est la foutaise. Il y a clairement une hiérarchisation des filières, pour plusieurs raisons, mais la raison principale c'est qu'on décide d'envoyer vers l'enseignement professionnel, vers les jeunes qui sont en échec. On leur dit, toi tu n'es pas fait pour le général, tu vas donc aller dans le professionnel. Et donc forcément, si on envoie les mauvais dans le professionnel, il ne faut pas s'attendre à ce que le professionnel fasse des performances. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, je l'ai dit tantôt, c'est en termes de programme. Allez voir les programmes de l'enseignement professionnel en termes de formation générale, et vous comprendrez pourquoi ils ne savent pas répondre aux questions de maths. Alors, voilà l'exemple ici, vous avez, si vous prenez les élèves en fonction de leur appartenance, donc premier degré professionnel, technique, général, je ne prends pas l'enseignement spécial, parce que je trouve que là c'est très difficile de tirer des conclusions de ça. Entre la Flandre et la communauté française, qu'est-ce que vous voyez?
Les moyennes, eh bien voilà, il n'y a pas photo. Hein. Donc général, les moyennes sont nettement supérieures. Technique, c'est évidemment une situation intermédiaire. Professionnel, c'est très bas. Et c'est même quelque part, en ce qui concerne, voilà, c'est pratiquement la même chose que ceux qui sont encore dans le premier degré. Donc ils n'ont rien gagné en termes de compétences en maths, ceux qui sont passés dans l'enseignement professionnel par rapport à ceux qui sont restés dans quasiment rien, par rapport à ceux qui sont restés dans le premier degré. Donc, première conséquence, ben oui, le fait qu'il existe des filières hiérarchisées, eh ben oui, ça joue dans la ségrégation, et c'est clair que les élèves, puisque la fréquentation de ces filières, on l'a vu dans la dia précédente, se fait de manière très différente en fonction de l'origine sociale, eh bien oui, c'est un facteur de ségrégation. Oui. Dans le spécial, c'est tous les types de spécial ou c'est uniquement le type 8? C'est le type 8, hein, oui, c'est le type 8 uniquement. Oui, tout à fait. Oui, parce que ça n'aurait pas eu beaucoup de sens, évidemment, de prendre autre chose. Alors, le type 8, c'est problème. À 15 ans, ils ne sont pas dans le type 8. Non, c'est tout le spécial pour le secondaire. Parce que c'est les jeunes de 15 ans qui sont testés par PISA. Oui. Mais c'est le type 8, spécial. Non, il n'y a pas de type 8 en secondaire. C'est le primaire, le type 8. Oui, enfin, oui, j'ai dit type 8, moi je ne connais pas bien ça, mais c'est ceux qui ont un handicap mental. Oui, c'est ceux qui, voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, oui, c'est pas le type 8, c'est pas bon, parce que c'est pour les primaires, ça, effectivement. Mais bref, c'est ceux qui ont un handicap mental, c'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, si on prend le taux de redoublement, alors ça, je fais remarquer, je vais passer très vite sur ça, mais regardez que là, la communauté française est championne, ça reste vrai. Alors, on est champion de toute catégorie en matière de redoublement. Hein. Pratiquement 50% des élèves de 15 ans ont déjà redoublé au moins une année. Et vous voyez que pour un nombre non négligeable, c'est 2 années, hein, voire même voire 3. Et la Norvège est le seul pays qui a donc un non-redoublement administratif. Donc la notion de redoublement n'existe même pas dans l'enseignement norvégien. Hein. Pour les autres, c'est souvent des taux extrêmement faibles par rapport à nous. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'on pourrait dire quel est le rapport avec la ségrégation. De nouveau, hein, vous voyez, si on reprend les 10 déciles, vous avez dans le premier décile, regardez pour la communauté française, la ligne noire, là tout en haut, puisque c'est nous qui avons le plus de redoublement. Vous voyez qu'il y a déjà à l'époque, dans le premier décile à 15 ans, presque 70% des élèves qui ont redoublé, et un peu plus de 20% seulement dans le 10e décile. Donc c'est vraiment clairement donc c'est clair qu'on échoue beaucoup plus si on est issu de milieux sociaux défavorisés. Et donc le redoublement est en soi un facteur de ségrégation. Vous allez dire oui, mais pourquoi? Parce que bon, ok, d'accord, mais ça c'est jamais qu'une mesure. Et en même temps c'est vrai, le redoublement est une mesure. Et donc on peut dire, voilà, on constate ce qu'on savait déjà, que les gosses de milieux défavorisés réussissent moins bien, obtiennent des performances moins bien que les autres. Mais le redoublement est quand même lui-même en soi un facteur, j'en dis 2 mots, parce que les études de pédagogie, notamment Marcel Craet de Liège, ont montré qu'en réalité le redoublement, contrairement à ce que croit la très grande majorité des profs, et particulièrement des profs francophones, n'est pas une bonne méthode pédagogique. Pas du tout une bonne méthode pédagogique. Mais tout le monde, mais les gens sont sincères, hein, mais surtout chez nous, on est tellement dans la culture du redoublement, tout le monde trouve, oui mais bon, il n'a pas réussi, donc il va apprendre mieux l'année prochaine. Oui, mais quand on mesure les performances à 2 élèves qui avaient obtenu des performances identiques, il y en a un que vous laissez passer dans la classe supérieure et l'autre vous le faites redoubler. Si vous mesurez leurs performances à la fin de l'année suivante, celui qui est passé dans la classe supérieure obtient de meilleures performances. Il a peut-être eu des difficultés par rapport à ceux qui avaient eu plus de meilleurs résultats qu'eux. Il a été, effectivement, alors on dit oui, mais regardez, oui, il a eu des difficultés, mais quand même, il a appris plus que celui qui a commencé son année. Et parfois, des erreurs de raisonnement comme ça sont faites. Moi, mes collègues, chaque fois, j'entends ça, et regarde, celui-là, on l'a fait doubler. Et tu vois, il avait eu tant de pourcents, enfin, tant tel résultat, je sais pas moi, en maths par exemple, et regarde, il a quand même fait 12% de mieux cette année-ci. Donc, ça a quand même bien, hein, il sait plus de choses maintenant, donc ça a été bien. Je dis oui, mais s'il n'avait pas redoublé, il aurait fait 20, il en saurait encore plus. Donc je veux dire, bon, on ne peut pas comparer les résultats parce qu'il n'aurait pas passé le même examen, mais je veux dire, il aurait appris plus. Donc le redoublement, et quand on fait davantage redoubler les gosses de milieux défavorisés, eh bien oui, c'est aussi un facteur ségrégatif en soi. Ils en savent encore moins après, parce qu'on les a fait plus redoubler. Oui. Ça, je vais passer on pose des questions à la fin ou on peut poser oui, des on questions posera la question à la fin. Sinon, voilà. Le chef a décidé que c'était la fin. Si c'est des questions, oui. Si c'est par rapport à ça, oui. On avait parlé du redoublement. Bon, ça coûte d'abord très cher. Exactement, oui. C'est quelque chose qui m'a toujours profondément choqué. Oui, parce que des résultats, vous l'avez dit clairement, pas très fameux. Oui. On doit se poser la question. La Norvège qui ne connaît pas le redoublement, est-ce qu'à la fin du cursus du secondaire,
les élèves norvégiens ont un niveau nettement en dessous des élèves belges, Enfin, ou un niveau très acceptable. Ce qui ne redouble pas. À la fin, alors là, je vais pas inventer un résultat que je connais pas. Moi, je connais les résultats PISA à 15 ans. 3%. C'est interpellant, hein. Le Oui. redoublement. Oui, la Finlande. Oui, mais je veux dire, non, mais je veux dire, moi, les résultats que je connais, c'est les résultats de PISA, c'est à 15 ans. La question qui est posée, c'est à 18 ans. Moi, je sais pas. Mais à 15 ans, vous allez voir la première dia et la réponse est claire. Donc, oui, ils obtiennent de meilleurs. Enfin, Si c'est tellement flagrant. Donc, on peut continuer la phrase en disant le redoublement ne sert pas à grand-chose. mais oui, tout à fait. Absolument. Oui. Si c'est tellement flagrant, C'est dans le débat après. On va, oui, tout à fait, voilà. Donc, C'est quoi un flagrant ? voilà. Alors, troisième point, l'existence d'un quasi-marché. C'est-à-dire que, alors là, je m'explique, nous vivons dans un système dans lequel il y a une liberté de l'offre scolaire, c'est-à-dire qu'en gros, n'importe qui, entre guillemets, peut décider d'ouvrir une école. Il faut évidemment, heureusement, qu'il se fasse agréer par les autorités, bien sûr, mais, enfin, en gros, vous avez l'enseignement libre, ces programmes sont agréés, mais bon, voilà, on peut décider d'offrir une école et on va être financé par les pouvoirs publics de manière très élevée. Donc voilà, il y a une liberté de l'offre. Il y a une liberté de choix. Alors, jusqu'il y a peu totale, maintenant elle est un peu encadrée, hein, décret inscription, ce qu'on veut, mais en gros, il y a fondamentalement une liberté de choix quand même, c'est la philosophie du décret inscription, j'en reparlerai après. Il y a un financement en fonction de la vente, entre guillemets, sur le marché, c'est dit de manière provocatrice, mais ça veut dire qu'en gros, une école reçoit plus de moyens si elle a plus d'élèves, ce qui en soi, dans l'absolu, est d'ailleurs normal, c'est logique. Mais ça veut dire que les écoles ont tendance à se battre entre elles pour avoir plus d'élèves. C'est ça que... et donc on dit quasi, c'est juste pour être juste sur le plan technique, parce que dans un marché normal, entre guillemets, c'est le client qui paye, alors qu'à l'école, c'est pas le client qui paye, c'est l'État qui paye, c'est les pouvoirs publics qui payent l'essentiel en tout cas. Mais donc c'est pour ça qu'on dit quasi-marché, mais par rapport à ce qui nous occupe ici, c'est bien fondamentalement un marché avec une loi de l'offre et de la demande. Et il est clair pour nous que, comme je disais tout à l'heure, les gosses de milieux défavorisés, leurs parents ne sont pas, et comme d'ailleurs c'est le cas sur à peu près tous les marchés, tous les gens ne sont pas à armes égales dans un marché, et certainement pas dans celui-là. Alors, ça c'est un point. Alors, qu'est-ce qui permet de vérifier ça? Si vous regardez, alors, c'est un graphique dans lequel on a mis en ordonnée l'indice global d'inégalité sociale des performances, et donc finalement c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, donc vous voyez la Flandre, la France, la communauté française très élevée, donc autrement dit, plus un pays est haut dans le graphique, moins il est efficace dans sa lutte contre les inégalités sociales, plus il est ségrégatif d'une certaine manière. Donc là on a repris simplement les résultats des graphiques précédents. Et qu'est-ce qu'on a mis en... Donc ça c'était en ordonnée, qu'est-ce qu'on a mis en abscisse? Le degré de polarisation sociale d'un pays. Alors comment est-ce qu'on a mesuré ça? En gros, on a regardé quel était l'indice socio-économique des écoles d'un pays donné. Hein. Et on a considéré écoles ségrégatives, comme écoles ségrégative, les écoles qui, disons, je ne vais pas rentrer dans la technique parce que c'est un demi-écartif, machin, mais on est déjà fort en retard, disons simplement qu'il y a certains types d'écoles qu'on peut caractériser comme écoles de riches ou comme écoles de pauvres en fonction de la population qui les fréquente. Si vous avez dépassé vous avez une grande différence par rapport à l'indice socio-économique moyen du pays, que ce soit vers le haut ou vers le bas, vous êtes une école ségrégative. Positive, enfin de riches ou de pauvres, mais vous êtes une école ségrégative. Et là, on a mis le pourcentage, en gros, d'élèves qui fréquentent une école ségrégative. Et donc, dans certains pays, c'est très peu, parce qu'il y a peu d'écoles ségrégatives, et dans d'autres pays, c'est beaucoup. Et comme vous voyez, vous avez ici une droite qui est ce qu'on appelle en statistique une droite de régression qui donne la tendance générale. Et la tendance, c'est que ça monte. C'est-à-dire plus vous avez une polarisation sociale des établissements, plus vous avez des inégalités grandes. Donc ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais accélérer encore un peu. Alors, quatrième et dernier point par rapport à ça, la question des réseaux. Alors on a mis là par pays le pourcentage d'élèves qui fréquentent pourriez ne pas chahuter dans le fond de la une école. Le pourcentage d'élèves qui fréquentent une école qui n'est pas une école publique, en fait. Vous voyez tout de suite que la Flandre se caractérise par 75%, la Hollande 68%, la communauté française c'est un peu moins, mais on est quand même au-dessus de la moitié, 59%, donc plus d'un élève sur deux fréquente une école libre, presque toujours libre catholique. Hein, bon. Et dans d'autres pays, c'est très peu, voire à peu près zéro. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Quel rapport avec la ségrégation? Je ne vais pas être très long là-dessus, mais donc ici on a mis sur les rangs noirs
en gros, l'écart entre la moyenne des élèves, la situation sociale moyenne des élèves qui fréquentent l'enseignement public et ceux qui fréquentent une école libre. Eh bien, on est obligé de constater que oui, il y a à chaque fois un écart, et que pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas venir maintenant parce que j'ai pris trop de temps, mais il y a clairement une ségrégation sociale simplement liée à l'existence des réseaux. Voilà. Donc ça, c'est... J'ai pas bien compris qu'à Bruxelles, il y a quand même des écoles publiques, catholiques, compagnie. J'ai pas bien compris. Oui. Donc, ça, c'est le pourcentage dans chaque pays d'élèves qui fréquentent une école non publique, une école libre, qu'on appelle en France, par Oui, exemple, et si on privée. fait ça en lien avec l'autre tableau, c'est ça? C'est pas en lien avec le tableau précédent. Par contre, ce qu'on a mis en noir, c'est l'écart. C'est simplement pour montrer que dans chacun de ces pays, la composition sociale moyenne des écoles publiques est inférieure, je veux dire en termes d'indice socio-économique, plus faible que la composition sociale moyenne des écoles libres, des écoles privées. Ça, c'est une réalité, et donc c'est aussi un facteur ségrégatif. Vous parlez de Cato, bien sûr, on peut en citer d'autres, mais il y a aussi Saint-Michel. Il y a à Bruxelles, vous avez effectivement des écoles publiques qui sont extrêmement élitistes. Hein, extrêmement. Et dans le réseau public, c'est très clair, que ce soit de la ville de Bruxelles et que ce soit de la communauté. C'est assez typiquement bruxellois, ça c'est beaucoup moins le cas en province, mais vous avez aussi, il faut voir toujours la tendance statistique. Je peux vous citer des écoles libres qui sont extrêmement fréquentées, qui ont un public extrêmement populaire. Hein, donc ça existe, par exemple, voilà, mais il y en a d'autres. Mais la tendance statistique globale est celle-là. Voilà, mais c'est plus dans certains pays que dans d'autres, ça c'est clair. C'est pas chez nous que la situation est la pire de ce point de vue-là. Mais bon, c'est aussi un facteur ségrégatif. Comment tu expliques la différence entre la France et la communauté française? Parce qu'en France, le privé est quand même un moyen pour les familles d'échapper à la carte scolaire. J'essaye de retrouver la France. Eh ben oui, donc... Et en Belgique, c'est pas le cas. La France est là. Ah oui, oui, d'accord, mais je la Chez vois. nous, Il y a plus les d'écoles écoles Ouais. catholiques, ce que tu appelles privé, ce sont les écoles catholiques, Ouais. publiques, Ouais. sont pas beaucoup plus favorisées que les écoles publiques. C'est ça? Donc, si on regarde, effectivement, la différence est moins grande, un peu moins grande chez nous. Enfin, oui, quand même nettement moins grande chez nous qu'en France, oui. Et qu'est-ce qu'il y a de bizarre à ça? Non, c'est sûr d'avoir Ah oui, c'est bien ça que ça veut dire, parce qu'effectivement, en France, il y a une... Comme... En fait, ça me permet de faire une remarque intéressante, c'est que c'est souvent dans les pays... Ben, la France est un peu intermédiaire par rapport à ça, mais c'est souvent dans les pays où l'enseignement privé est peu développé que l'écart social est grand. Parce que... Alors ça veut dire que s'il n'y en a pas beaucoup, alors là c'est vraiment le choix d'une élite relativement limitée qui va choisir d'aller dans une école comme ça. Et donc l'écart entre ceux qui fréquentent l'école publique et l'école privée est souvent plus grand, là où l'école privée, privée avec plein de guillemets, hein, est plus développée. Si vous voulez, je dirais, populariser, avoir une large base pour l'école privée, vous ne pouvez pas faire une sélection sociale très... Sinon vous n'aurez pas assez d'élèves. Donc voilà, ça c'est la raison par rapport à ça. Alors... Ici, on a juste pris un facteur, alors là je vais pas de nouveau, donc c'est la même chose en haut, hein, donc plus vous êtes haut, plus vous êtes, enfin la même chose pardon, en ordonnée, donc plus vous êtes haut, plus vous êtes inégalitaire, plus vous êtes bas, plus vous êtes égalitaire. Et là on a construit un indice, alors je peux vous assurer qu'il n'y avait pas de, statistiquement c'est pas contesté, il n'y a pas de problème par rapport à ça, on a construit un indice qui tient compte des 4 facteurs. Donc réseau, un pourcentage d'élèves fréquentant un réseau privé, pourcentage, donc degré de ségrégation en termes de filière, donc ceux qui sont les élèves qui ne fréquentent pas la filière générale, le pourcentage d'élèves qui ne fréquentent pas la filière générale à 15 ans, et enfin les deux autres dont j'ai cité, dont j'ai parlé, sur lesquels je ne reviens plus maintenant parce que je vais essayer d'aller un peu vite, mais bref, on a construit un indice qui tient compte de ces 4 choses-là, et là c'est frappant, on a une droite qui est vraiment très forte, et vous voyez que la grande majorité des pays se rapproche très fort de cette droite. Ça veut quand même dire que si on tient compte, oui, donc de ces facteurs je dirais de régulation des inscriptions, de filiarisation, de réseau, etc., on a quand même expliqué, non pas tout, mais on a expliqué une part importante des différences en matière de lutte contre les inégalités sociales. Ce qui est intéressant, c'est ce R carré égale 0,67. Je sais pas, pour ceux qui connaissent les statistiques, sinon je traduis rapidement, ça veut dire que 67% des écarts entre pays s'expliquent uniquement par ces facteurs-là. Ça veut donc dire que
vous réduiriez l'écart d'inégalité entre pays si tous les pays avaient exactement les mêmes structures, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, hein, mais vous réduiriez l'écart entre ces pays-là si tous avaient le même degré de filiarisation, le même développement des réseaux, la même politique d'inscription des élèves, donc de régulation des inscriptions, et la même politique en termes de redoublement. Voilà, je suis revenu sur les caméras. Donc si vous aviez ça, eh bien, vous auriez 67% de l'écart qui serait né. On n'aurait pas tout résolu. On aurait fait un grand pas, quand même, me semble-t-il. Et donc, voilà, les choix pour nous, ils sont là. Filière précoce ou formation commune. Donc nous, prenons à la paix d'un tronc commun jusqu'à 16 ans, dans lequel on met une formation générale et polytechnique. Je n'ai pas le temps de développer ça maintenant, mais on ne pense pas que, parce que parfois on nous dit le tronc commun, vous voulez en fait supprimer le général et le professionnel, en tout cas jusqu'à 16 ans, et vous voulez en faire du général. Non, on veut que dans la formation commune, il y ait aussi une formation à caractère technologique, même artistique, sportive, etc. Bon. Redoublement ou pédagogie de la réussite. Pédagogie de la réussite, c'est pas, à mon sens, en tout cas au niveau de la PED, c'est pas que la pédagogie, c'est ça aussi peut-être, hein, mais pas un grand spécialiste moi de la pédagogie, même si je suis prof, mais bon. Voilà. Par contre, c'est aussi en termes de nombre d'élèves par classe, de remédiation, etc. Bref, les structures qu'on met en place pour que les élèves puissent réussir. Liberté de choix ou régulation des inscriptions. Moi, c'est marqué liberté de choix, moi je préfère qu'on dise obligation de choix. Parce que pour beaucoup de familles, certainement les familles de milieux défavorisés, c'est une corvée hein, de devoir choisir une école pour son enfant en étant sûr d'avoir une place, en espérant que l'école soit quand même de qualité, etc. Bon, je pense qu'il y a d'autres systèmes qui permettent de réguler et d'éviter cette obligation. Et puis alors liberté de l'offre ou école publique. Donc ça c'est le choix dont on parle. Nous on est donc, en ce qui concerne la PED, on est pour la fusion des réseaux en un seul réseau public. Je sais bien que dans la situation historique de la Belgique actuelle c'est quelque chose de difficile, mais si c'est pas nous qui le disons, je sais pas qui le dira, et je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer le débat, et qu'un jour peut-être il sera devenu évident. Parce qu'il y a plein d'autres raisons, moi j'ai donné juste une raison de lutte contre les inégalités, mais je pense qu'il y a plein d'autres raisons d'avoir un seul réseau public. Comment réguler les inscriptions? Ben, nous on propose la chose suivante. On propose que d'abord ça se fasse pas que, oui, on proposer une école aux parents. C'est-à-dire on propose, on n'impose pas, mais on dit voilà, on vous propose une école. Et si vous acceptez cette école qu'on vous propose, eh bien, vous n'avez plus qu'une démarche à faire, votre enfant se trouve dans cette école. Ça se fait dès l'entrée dans l'enseignement fondamental, pas seulement en première année de l'enseignement secondaire. La grosse majorité des inégalités sont déjà installées à ce moment-là. Donc il faut vraiment commencer en fondamental. J'ai même envie de dire en maternelle. Mais bon, voilà. Et à chaque changement d'école, c'est-à-dire nous on n'est pas favorable à ce que les élèves changent d'école tout le temps, mais ça, vous pouvez être amené à le faire parce que vous déménagez, que sais-je, voilà, que chaque fois on reprend ce système-là. Et comme critère, il y a évidemment un critère de proximité, domicile ou lieu de travail, critère de regroupement familial qui est évident, mais aussi une recherche de mixité sociale, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour proposer dans chaque école des jeunes issus des différents milieux sociaux, de manière à ce que les écoles soient socialement mixtes, à éviter les ghettos de riches et les ghettos de pauvres, comme on observe maintenant. Je m'excuse, je vais un peu vite, donc si on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans le débat. Et ça, pour nous, c'est seulement possible s'il y a un réseau unique. Oui, ça, je vais passer carrément. Et là, voilà, comme ça, vous avez les coordonnées de la PED. Ça, c'était, donc, j'ai parlé en fait pendant 1 heure, et j'avais dit que je parlerais en tout 1 heure, et j'ai fait que la première partie. Mais je vous avais promis que la deuxième et la troisième seraient beaucoup plus courtes. Alors, je sais pas, est-ce que je m'arrête maintenant, ou est-ce que j'enchaîne directement? C'est comme vous voulez. Non, je propose d'enchaîner, et puis on laisse la dernière partie, mais en veillant à ce qu'il y ait une partie suffisante. Oui, je vais être beaucoup plus court, hein, donc je vous promets, ça c'est... Voilà. Alors, on m'avait parlé du nombre de places. Alors, moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire en plusieurs occasions, moi je suis assez choqué par le fait que le monde politique en général, hein, je ne vis certainement pas un parti ici en particulier, le monde politique en général a, à mon avis, pris vraiment par-dessus la jambe des avertissements qui venaient du monde académique. Je parlais avec Benjamin Voyens il y a quelques mois de l'ULB qui me disait on les a avertis il y a 5 ans, même déjà il y a 10 ans, on leur a dit on va droit dans le mur. Il y a eu un boom démographique à Bruxelles, il est ce qu'il est, c'est un fait objectif, il faut en tenir compte, le nombre de places qu'on a pour l'instant dans les écoles, il va être à moyen terme, disait-il à l'époque, insuffisant. Maintenant, on est dedans, on est dans le mur, alors on a pris quelques mesures. Je veux quand même dire, ce qui avait été annoncé il y a quelques années par différents chercheurs, c'est qu'il faudrait créer d'ici septembre 2015, mais enfin, à l'époque, maintenant il n'y a plus qu'une bonne année, mais à l'époque il restait 5 à 10 ans, on disait qu'il faudrait créer 22 700 places, et qu'il faudrait en créer encore
19 800, on va dire 20 000, hein, encore supplémentaires pour 2020. Ça fait en tout à peu près 42 000 places à créer. Si on parle en termes d'école, typiquement une école maternelle, 200 élèves, une école primaire, 300 élèves, une école secondaire, relativement grande, entre 700 et 1000 élèves, il faudrait donc créer, pour l'échéance 2015, donc tenant compte des 22 700, il aurait fallu créer 34 écoles maternelles, 39 primaires et 6 secondaires. Donc un total de 79 écoles. On est très très loin du compte. Qu'est-ce qui a été fait? En 2012-2013, donc déjà le nez presque sur l'échéance, on a créé en tout et pour tout 3800 places. C'était à l'initiative de la région bruxelloise, qui s'est arrêtée. Je ne sais pas si elle avait l'intention d'aller beaucoup plus loin, mais en tout cas elle a dû s'arrêter parce que la communauté flamande, on est en Belgique, a estimé que, à juste titre, d'un point de vue strictement juridique et politique, que la région bruxelloise n'était pas compétente pour l'enseignement et que donc elle n'avait pas à dépenser des deniers publics pour créer des écoles et pour s'occuper des écoles. Donc elle s'est arrêtée là. La communauté française, elle, a créé a programmé de créer 5500 places à l'horizon 2017, la communauté flamande 4500, donc on ne parle que de Bruxelles ici évidemment, 4500 places à Bruxelles à l'horizon 2017, et le CEGEP, lui, a proclamé pour 2015, donc dans une bonne année, a programmé 2300 places. Le problème, c'est que créer une école, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, il faut beaucoup de choses, il faut des permis d'urbanisme, une fois qu'on a tout ça, il faut encore la faire concrètement, et ça prend un certain temps, et voilà, il faut dégager les fonds, etc. Donc on voyait bien que ça n'allait pas. On a décidé, il y a eu un plan d'urgence, vous avez entendu parler, un plan d'urgence au niveau de la communauté française qui a programmé de créer, donc là ça a commencé il y a quelques mois, et le but était de créer 9000 places en 2 ans. Mais 9000 places, ça veut dire que parmi celles-là, il y a celles qui avaient déjà été programmées, mais disons on a gagné du temps, on a essayé d'aller un peu plus vite. Bon, ça permet de résoudre le problème pour la rentrée 2014. Parce que quand on dit qu'il en faut 22 000 pour 2015, c'est clair que c'est pas... en 2014, on a déjà des problèmes, hein, donc c'est comme ça, et en 2013 aussi. Donc je vous dis, on a vraiment été sur le très court terme. Pour 2014, je pense qu'avec le plan d'urgence, on est plus ou moins arrivé à résoudre le problème. Vous m'excuserez, je ne crois pas être mauvaise langue, mais moi j'ai la fâcheuse impression que si les élections ne s'étaient pas profilées le 25 mai, donc dimanche prochain, je ne suis pas sûr qu'on aurait pris ces mesures d'urgence. Je vous dis pourquoi, parce que si on ne les avait pas prises, en septembre 2014, on était déjà dans les grosses difficultés, hein, en septembre, là, à la rentrée. Or, si vous êtes dans les difficultés en septembre, il est évident que vous le savez déjà en avril, en mai, parce que les parents qui cherchent des écoles pour leurs enfants, ils voient qu'ils n'en trouvent pas, ils tirent la sonnette d'alarme, et ça aurait fait mauvais genre pendant la campagne électorale. Ça, c'est ce que moi je pense, et donc, on a pris des mesures d'urgence pour résoudre le problème en septembre 2014. Je ne suis pas sûr qu'en septembre 2015, on aura résolu, et je suis sûr qu'en 2020, ou alors, évidemment, ce qu'ils répondent, c'est qu'à partir de 2015, ils vont remettre des nouveaux plans. Et donc, okay. Moi, je pense qu'on est devant, quand on voit en plus les difficultés budgétaires devant lesquelles on se trouve, je pense qu'à court terme, c'est-à-dire le terme de 2-3 ans, pour moi c'est encore du court terme, à court terme, on est vraiment devant de grosses difficultés. Parce que quand des gosses ne trouvent pas de place dans une école, qu'est-ce que vous faites comme solution? Soit vous les laissez carrément dans la rue, soit vous bourrez les autres écoles, vous mettez des places dans les préaux, dans les couloirs, voilà, vous essayez de trouver des solutions, hein, mais c'est des solutions qui sont évidemment des pis-aller. Et qui va pâtir le plus de cette situation? Les gosses de milieux défavorisés, c'est eux qui pâtissent le plus d'une situation où l'enseignement n'est pas un enseignement de qualité parce qu'il se déroule dans des conditions matérielles difficiles. Et si vraiment il y en a qui se retrouvent à la rue, je vous parie que ce ne sont pas les gosses de milieux les plus favorisés qui vont s'y retrouver. Hein, parce qu'ils auront toujours bien leurs parents auront toujours bien des moyens de finir par se trouver une école. Donc voilà, ça c'est le deuxième point, c'est ce que je voulais vous dire par rapport au manque de place. Alors, par rapport aux partis, et comment répondre? Donc voilà, par rapport aux partis, on peut dire beaucoup de choses. Donc j'ai repris 4 critères. Le critère du tronc commun et d'une formation générale et polytechnique. Le critère d'un meilleur encadrement, parce que redoublement, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il n'y a pas beaucoup de partis qui sont pour le redoublement, évidemment, mais la question c'est est-ce qu'on veut mettre en place, en termes d'encadrement par exemple, ou de remédiation, des mesures qui permettent de lutter contre ça et donc de diminuer le redoublement.
Troisième critère, régulation des inscriptions. Quatrième critère, la fusion des réseaux. Donc, est-ce qu'on oui ou non, on va vers une régulation plus forte des inscriptions, ou quelle est la position simplement du parti par rapport à la régulation des inscriptions? Et donc j'ai dit fusion des réseaux. Alors j'ai pris 6 partis. Je n'ai pas pris tous parce que, je suis désolé, mais il y en a vraiment beaucoup qui sont tous présents. Alors j'ai pris comme critère évidemment les 4 partis du gouvernement sortant, enfin pardon, du Parlement sortant, plus le FDF qui était d'ailleurs, qui avait des élus, mais sur les listes MR, je ne voyais vraiment pas sur quelle base, je n'aurais pas repris cette fois-ci le FDF puisqu'il se présente seul. Et j'ai pris aussi le PTB qui est un parti quand même fortement émergent dans les sondages. Et j'ai pris que ceux-là. Je suis désolé pour les autres. S'il y a des questions, on peut toujours discuter, mais, ou s'il y a des gens qui ont des informations. Mais là, voilà. Parce qu'il y a aussi un certain nombre de fantaisies, donc je ne voyais pas comment je pouvais prendre tout le monde. Alors je ne sais pas, est-ce que je fais par parti ou est-ce que je fais par critère, par thème? C'est comme vous voulez, hein, par thème. D'accord. Alors, concernant le tronc commun, donc, quelle est la position des partis concernés par rapport à l'existence d'un tronc commun et jusque combien? Concernant le MR, rien. En gros, ils disent statu quo, donc ils veulent rien changer par rapport à ça. Hein, voilà, donc oui. Alors, ils disent juste que ils veulent qu'on insère un petit peu de formation technologique en fondamentale. Bon, ok, voilà, ça, je leur en fais crédit, je suis assez favorable à ça aussi. Mais c'est tout. Hein, ils veulent pas du tout un tronc commun plus long. Par exemple, voilà. Voilà, il y a, par exemple, je trouve que la décision qui vient d'être prise, qui va s'appliquer à la rentrée, pour moi, on parle de tronc commun, mais on est assez loin de ça. Enfin bon, ça je vais en parler, c'est autre chose. Le maire ne dit rien de plus par rapport à ça. Concernant le CDH, lui, alors, c'est assez paradoxal, parce qu'il dit, on veut un tronc commun jusqu'à 14 ans. Bon, ils disent ça, ok, c'est un progrès, parce qu'actuellement, on a sur papier un tronc commun jusqu'à 14 ans, mais il est loin d'être un vrai tronc commun. Le problème, c'est que quand vous lisez leur programme, vous voyez que ce qu'ils veulent, c'est juste le contraire, en fait. Ils ne veulent pas un vrai tronc commun. Et ils disent, oui, il faut un tronc commun en matière d'objectifs, donc il faut essayer d'arriver au même objectif, mais ces objectifs sont très vaguement énoncés dans leur programme. Mais en fait, ils veulent y arriver par des processus différents, ils veulent que les élèves, plus manuels, machin... Bref, ils ne veulent pas un tronc commun. Et ils disent qu'ils veulent un tronc commun, mais ils n'en veulent pas. Non, mais objectivement, hein, s'il y avait quelqu'un du CDH qui était là, je préférerais qu'il soit là, parce qu'on pourrait en discuter platement, mais bon, voilà, c'est comme ça. Concernant le FDF, eux, ils sont, de manière générale, je dois dire que le FDF est très peu prolixe sur les questions d'enseignement. Ils ne disent pas grand-chose, mais bon, ceux qui disent, oui, ils disent qu'ils veulent un tronc commun jusqu'à 14 ans, sans dire... plus que ça. L'EPS dit qu'il veut 2 choses. Il veut introduire de la technologie dans le secondaire, il ne parle pas du primaire, mais il veut introduire une formation technologique dans le tronc commun, qu'il veut jusqu'à 15 ans. Donc, lui, 3 premières années de secondaire, tronc commun jusqu'à 15 ans. Écolo parle aussi d'une formation polytechnique, sans trop préciser si c'est au niveau du secondaire ou déjà du primaire, et ils veulent un tronc commun jusqu'à 14 ans. Ils disent on veut un vrai tronc commun jusqu'à 14 ans, contrairement au tronc commun actuel, qui n'est pas un vrai tronc commun. Le PTB dit on veut un tronc commun jusqu'à 16 ans, donc les 4 premières années du secondaire, et un enseignement polytechnique dès le primaire. Voilà, c'est quoi un enseignement polytechnique? Donc ça veut dire dans lequel il y a de la formation générale et de la formation technologique, pour tout le monde. C'est-à-dire, formation générale, je ne dois pas vous expliquer, ça, chose comme ça. Alors les métiers, je dirais, pas spécifiquement les métiers en tant que tels, parce que justement on n'apprend pas déjà les métiers en avant, mais ça veut dire une formation, par exemple, aux différentes technologies, l'électricité, l'informatique, mais l'informatique, plutôt l'électronique, la mécanique, l'agriculture. Le but, pour moi, ce serait pas seulement d'apprendre un futur métier, certainement pas d'apprendre un futur métier, même pas d'apprendre seulement une future orientation, ça joue dans l'orientation de découvrir les choses plus tôt, hein, mais aussi simplement d'apprendre dans quel monde on vit. On vit dans un monde où je pense que c'est important, même quand on est plus tard avocat ou médecin, que sais-je, de savoir ce que c'est que la manipulation pratique, de savoir comprendre ce que c'est que l'agriculture, bon voilà, des choses comme ça. Donc voilà, mais ça, Polytechnique, donc je vous dis, il y en a, quand vous dites que vous, bon par exemple j'ai cité le PS, il disait, il ne parle pas explicitement de Polytechnique, mais quand vous dites que vous voulez introduire de la technologie dans le secondaire, c'est ça que ça veut dire. Donc en clair, il y a
3 partis qui le disent, qui veulent de l'information polytechnique. Alors, concernant l'encadrement, le MR ne dit pas grand-chose sur l'encadrement, mais il dit qu'il veut aucun refinancement, qu'on dépense déjà trop pour l'enseignement. On peut en débattre, après on peut en discuter, ça, mais... Et ce qui me choque particulièrement quand je lis ce qu'ils disent là-dessus, c'est qu'ils ont une position très méritocratique. Finalement, si les élèves échouent, c'est en gros à cause d'eux. Et donc il faut leur redonner le goût de l'effort, machin, etc. Et pas d'amélioration de l'encadrement. Le CDH dit qu'il veut améliorer la remédiation, mais il ne dit pas comment et avec quels moyens il va le faire. Le FDF ne dit rien sur le sujet. Le PS dit qu'il veut engager 1000 profs spécifiquement pour la remédiation. 1000 profs spécifiquement pour la remédiation. Écolo, tel quel, oui, ils disent un peu plus de remédiation, etc. Mais je n'ai pas trouvé de programme concret, précis, de propositions précises en matière d'encadrement. Le PTB dit, alors là, ne sautez pas trop vite parce qu'il parle pour tout le pays, donc il parle de 25 000 profs, mais donc c'est pour l'ensemble du pays, pas seulement pour la communauté française. Si vous ramenez ça à la communauté française, c'est 10 000. Alors ça fait quand même beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Quand vous regardez, parce que comment est-ce qu'on peut payer ça, eux ils sont favorables à un impôt sur la fortune qui, disent-ils, les rapporterait 8 milliards. Sur ces 8 milliards, ils proposent d'en consacrer 1,6 à l'enseignement. Et de ces 1,6, 1 milliard, si vous engagez 25 000 profs, ça fait 1 milliard de nouveau pour tout le pays. Mais donc voilà, ils proposent de le financer comme ça. Je regarde s'il y avait encore autre chose. Oui, et donc par rapport au nombre d'élèves par classe, ils proposent des normes. Là, j'entendais parler de 12 tout à l'heure, ça me semble extrêmement... Donc ils proposent de 15 élèves maximum par classe pour les 3 premières années et 20 pour les autres. Concernant la régulation des inscriptions, le MR dit carrément non, il dit qu'il veut supprimer ce qui existe, le décret inscription doit être supprimé. Concernant le CDH, je n'ai rien trouvé là-dessus, ce qui m'inquiète beaucoup. Veulent-ils vraiment maintenir le décret inscription, qui a été d'ailleurs en parenthèse, c'est leur ministre quand même qui l'a, même s'il y en a eu d'autres avant, mais la dernière mouture, c'est quand même le ministre CDH. Ils ne disent pas qu'ils veulent le maintenir, évidemment, ils vont me répondre qu'ils ne disent pas qu'ils veulent le supprimer, c'est vrai, contrairement au MR qui est très clair là-dessus, mais enfin, je trouve ça un peu inquiétant. Le FDF parle alors, très très bizarre, il parle de supprimer le décret existant, et qu'il faut recadrer l'inscription, mais qu'il ne faut pas tenir compte de critères géographiques, peut-être de l'origine sociale, je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça n'a pas de critères géographiques, bon, enfin bref. Alors, le PS dit qu'il faut une régulation des inscriptions, mais je trouve, n'a pas une position très claire sur cette question, dit qu'il faut assouplir. Véronique là, elle peut le confirmer, j'étais un petit peu inquiet. J'étais la semaine passée à une soirée électorale du PS, j'avais été invité pour commenter leur programme, enfin, de manière libre, et il y a eu une intervention de Charles Piquet, c'était au PS de Saint-Gilles. Moi, il me semblait qu'il était prêt à dire qu'il fallait... qu'on dise qu'il faut revoir le décret d'inscription, moi j'ai pas de problème, moi je trouve aussi qu'il faut revoir le décret d'inscription. Mais il me semblait qu'il voulait le voir dans le sens d'un assouplissement, certainement pas le supprimer comme dit le MR, mais j'étais un peu inquiet de la position de Charles Piquet par rapport à ça, et même quand je regarde le programme du PS, je ne vois pas une position très claire par rapport à ça. Écolo parle de l'ajuster, le décret si nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ajuster si nécessaire? Ça me semble un peu aller dans le même sens que ce que dit le PS, donc là aussi je suis un peu inquiet. Le PTB dit qu'il faut passer par un système de place garantie. Je pense qu'en gros, c'est assez proche de la position que j'ai défendue tout à l'heure par rapport à ça. Et alors, 4e point, sur la fusion des réseaux, là, ça va aller beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus caractérisé. Donc, le MR, non. Le CDH, ça, je ne vais pas vous étonner, non. Le FDF ne dit rien sur la question. Donc, j'imagine que c'est non, puisqu'il ne juge même pas bon d'en parler. Pour ce qui est des 3 autres partis, donc on va qualifier de gauche, je pense qu'ils ont des positions très proches sur cette question. Même s'ils n'emploient pas les mêmes mots, je pense qu'ils disent à peu près la même chose. Le PS dit qu'il faut une politique de bassin, ça veut dire qu'il faut que la question de la politique scolaire se règle sur une base géographique et pas sur une base de réseau, et donc ça veut dire qu'il faut que les écoles d'un réseau soient obligées éventuellement de prendre des élèves d'un autre réseau, pour éviter qu'il y ait 2 élèves pour une option donnée dans une école, et dans l'école à 200 mètres qu'il y en ait 3, etc. Et donc voilà, c'est ce qu'ils appellent une politique de bassin. L'écolo
parle de mobilité interréseau. Ça, je suppose que ça veut dire un peu la même chose, hein, en gros. Et le PTB parle de rapprochement entre les réseaux. Je suppose aussi que ça veut dire un peu la même chose. Aucun, donc, aucun ne va jusqu'à dire ce que dit l'appel, c'est-à-dire qu'il faut fusionner les réseaux en un seul réseau public. Voilà. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et ben voilà, on peut peut-être passer aux questions. Voilà, merci. Et donc on va passer aux questions. Et donc à vous la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Véronique. Et moi je vois du petit lait quand j'entends un chemin de la fête, et donc bon. Je voulais juste donner une petite précision sur les inscriptions. Oui. Moi je suis membre de la Syrie, et c'est vrai qu'en Bruxelles en particulier, la manière dont fonctionne le décret d'inscription a des effets pervers. Ah oui, en particulier pour les jeunes des milieux populaires. Dans la mesure où tu le sais, le critère proximité, école primaire, domicile est celui qui compte le plus, comme dans les zones les plus populaires, c'est là justement où on a le plus besoin d'écoles primaires et ils n'ont plus le choix d'avoir des écoles proches de chez eux. Dans 6 ans, c'est eux qui vont de nouveau être pénalisés si on maintient ce critère proximité, école primaire, domicile. Et donc moi j'étais la première, quand j'ai vu les premiers recours arriver, les premières statistiques arriver à la commission interréseau des inscriptions, en disant ce critère-là pénalise justement les jeunes de nos quartiers populaires à Bruxelles, et donc il va falloir le revoir. Bon, alors idéalement, moi personnellement, je suis d'accord avec toi, mais aucun parti politique ne va oser le déposer aujourd'hui sur une régulation des inscriptions. Il faut entendre les parents, ce serait... Je pense qu'idéalement, c'est ça, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Mais quand on entend les parents, y compris des milieux populaires, parce qu'on a tout un travail d'éducation permanente à faire, qui veulent une bonne école pour leurs enfants. Puis, bon, qu'est-ce que c'est une bonne école, hein? C'est ceux qui marchent aux crèves et puis on te met dehors si ça va pas, ou c'est ceux qui aident les enfants. Alors on est tous d'accord là-dessus, je pense, ici. Mais même dans les milieux populaires, moi je pense qu'on a vraiment un gros travail d'éducation permanente, et la PED, et un Fort Jeune, et d'autres sont en train de le faire, pour que les parents comprennent qu'une bonne école, c'est pas Jean Absil ou Saint-Michel nécessairement, mais ça peut être d'autres écoles dont on parle moins, où leur quête va être heureux, où il va être aidé à progresser et à sortir le meilleur de lui-même. Et pas redoubler, parce que beaucoup de parents, tu dis, la mentalité... Ah oui, c'est aussi des parents. La mentalité des enseignants, oui, mais il y a aussi la mentalité des parents, y compris des parents éduqués. Moi je connais des parents qui ont fait même des études de pédagogie, qui pensent que c'est le mieux pour leur quête de doubler parce qu'il n'a pas la maturité. Hein. Et donc on a un travail énorme de pédagogie à faire. Voilà. Et c'est tous ensemble qu'on va le faire, les forces progressistes, hein. tous ensemble, je pense. Je sais pas, oui, je veux bien déjà réagir maintenant. Mais la question, effectivement, des parents, y compris le milieu populaire, qui réagissent par rapport à oui, mais si on régule trop, si on fait ce que je propose, donc j'ai bien proposé de proposer, pas d'imposer, mais malgré tout, ça fait extrêmement réagir, ça va déjà beaucoup plus loin que ce qui existe maintenant. Moi, elle est réelle, donc j'accepte tout à fait, elle est comme ça, il ne faut pas travestir la réalité, elle est ce qu'elle est, et non seulement elle est ce qu'elle est, mais je pense qu'elle est même compréhensible. Pourquoi est-ce qu'elle est compréhensible? Parce que les gens, ils voient ce qui existe maintenant. Et ce qui existe maintenant, c'est qu'il y a des écoles avec des niveaux extrêmement élevés. Et quand quelqu'un dit « je ne veux pas que mon gosse soit obligé de fréquenter », on ne va pas citer de nom, hein, parce que dans l'autre sens, c'est quand même pas sympa, mais « je ne veux pas que mon gosse soit obligé de fréquenter telle école parce que je veux qu'il ait cours et que dans cette école-là, on n'a plus cours », c'est une caricature, mais en gros, on n'est pas loin, ils ont raison. On ne peut obliger aucun parent à faire ça, quand même. Aucun. Mais alors je pose la question, oui, mais est-ce que les gosses de milieu populaire, ils méritent, eux, d'être dans une école comme ça? Non. Est-ce que leurs parents veulent ça? Non. C'est juste qu'ils n'ont pas les outils qui leur permettent. Donc, c'est pourquoi je dis que ce qu'il faut, avec la régulation qu'on propose, c'est vraiment aller vers... Moi, je veux plus qu'il y ait de ghettos, ni de riches, ni de pauvres. Je veux qu'il y ait des écoles socialement mixtes. Et si on a des écoles socialement mixtes, mais il faudra faire, effectivement, je suis d'accord, il faut faire un gros travail de pédagogie. La première chose qu'il faudra faire, c'est convaincre les parents que c'est possible qu'il y ait des écoles socialement mixtes. Parce que je pense que s'ils voient des écoles socialement mixtes,
À part, mais les quelques pourcents qui disent moi je veux une école d'élite pour mon gosse, je veux pas qu'il soit mélangé avec la foule, ceux-là je m'en fous. Je m'en fous complètement de ce que pensent ces parents-là. Ça m'est complètement égal. Mais la classe moyenne et la classe populaire qui veulent une école de qualité pour leur enfant, je trouve qu'ils ont raison, mais si on les convainc que toutes les écoles dorénavant seront plus ou moins des écoles de qualité parce qu'elles seront socialement mixtes, et qu'il n'y a pas de raison, puisque là où il y a des écoles socialement mixtes, on a un enseignement de qualité, et ben je suis persuadé qu'ils seront d'accord. Maintenant, il faut les... Ça, c'est vite dit, c'est pas vite fait, parce qu'il faut d'abord les persuader, ça je suis bien d'accord. Hein, mais voilà. Ok, merci. Anne, et puis Fred. Moi j'ai une question par rapport au manque d'école. Je me dis, c'est tout de même incroyable. On sait au moins 3 ans à l'avance combien d'enfants auront besoin d'une école maternelle. On le savait plus que ça. Hein, et on le sait. Donc ça c'est une première chose. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? C'est que des enfants sont restés plus longtemps à la crèche, parce que sinon les parents ne savaient plus aller travailler. Donc ça aggrave le problème des crèches. Et puis à Saint-Gilles, une personne a eu la réponse, mais madame, inscrivez-les dans une école privée. Et donc, moi je me dis, enfin, qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est pas possible que tout de même qu'il y ait une inconscience telle de la part des gouvernants et des politiques. Et est-ce qu'il y a une volonté, finalement, que se développe l'enseignement privé, ce qui est tout à fait dans la ligne de l'Europe, hein, de développer l'enseignement privé, la privatisation de l'enseignement, qui est un nouveau marché. Alors, je n'y crois pas à ça. C'est pas que je ne pense pas qu'il puisse y avoir à certains moments dans le monde politique de la perversité, c'est pas ça. Mais je ne crois pas qu'en l'occurrence ce soit le cas. Pour plusieurs raisons. Alors c'est vrai, hein, quand vous avez dit dans l'enseignement privé, il y a une tendance générale à la privatisation, ça c'est clair, il n'y a qu'à ouvrir les yeux et les oreilles pour s'en rendre compte, y compris en ce qui concerne l'enseignement dans une certaine mesure, c'est vrai ce que veut l'OCDE, ce que veut l'Union européenne, mais il faut se rendre compte que c'est seulement dans une certaine mesure. On pourrait faire un exposé d'1h30 sur la marchandisation de l'enseignement, etc., sans aucun problème. Mais il faut se rendre compte qu'en tout cas, un enseignement privé, je ne vais même pas dire généralisé, mais qui est fréquenté par une part de la population non marginale, ça n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Il y a presque personne qui peut payer le salaire réel du prof de ses enfants. Donc c'est tout simplement pas possible. Je veux dire, bon, alors il y en a 1 ou 2% qui vont pouvoir se le permettre, mais ceux-là, à la limite je m'en fous, comme je disais tantôt, qu'ils aillent faire leurs écoles, et puis... Mais non, je pense pas, je pense que c'est plus simple que ça, c'est que pour prendre ça en compte il y a 5 ou 10 ans, il fallait décider d'investissement à l'époque, et que le monde politique, il est braqué sur l'urgence immédiate, il est braqué sur les élections, et il n'y en a aucun qui a eu le courage de dire on va prendre des mesures maintenant, parce que sinon dans 5 ou dans 10 ans, on va être dans la merde. Et il n'y en a eu aucun qui a eu le courage de dire ça. Moi je pense que sur ce plan, je pense qu'il ne faut pas voir de la perversité là où il n'y en a pas, je pense que c'est plus, je vais dire, une forme d'incompétence, entre guillemets, en tout cas de volonté de se mettre la tête dans le sale, plutôt que de prévoir le développement d'un enseignement privé qui n'est pas possible, à mon avis. Pour réfléchir, travailler sur ces questions, moi je ne suis pas tout sûre que la mixité sociale, évidemment que c'est mieux pour plein d'autres raisons, pour le fait de se nettoyer, de grandir ensemble, etc. Mais je ne suis pas sûre que la mixité sociale garantisse une réussite scolaire. Et j'en venais à penser qu'il faudrait quelque part forcer la mixité. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où elles se font, je ne sais pas comment ils font. De toute façon, dans les pays du Grand Nord dont on parle, par exemple, il y a beaucoup moins de personnes d'origine étrangère. Enfin, il y a des choses qui sont différentes en termes de composition de la population. Mais je pense que la mixité est tellement difficile à atteindre que je me demande s'il n'est pas beaucoup plus efficace de radicalement différencier le NTVP, donc qui est le capital période par enfant, et qu'à ce moment-là, ça donne de donner partout les moyens d'enseigner, de donner un enseignement de qualité, et je pense que ça donnera envie aussi aux responsables d'école de différencier leur public si ça leur donne un NTVP beaucoup plus intéressant, parce que pour le reste, j'y crois. Mais non, la discrimination positive, c'est des cacahuètes. C'est pas du tout un NTPP radicalement différencié. C'est des cacahuètes, la discrimination positive, semble. Ça agit à la marge, Véronique.
c'est des moyens en plus en termes de fonctionnement, en termes d'équipement, en termes de personnel. Le NTPP aussi. Non, non, c'est ridicule. Si, le NTPP. Ah oui, c'est Oui, quand mais même, c'est- enfin, c'est- c'est des moyens en plus aussi. Oui, mais- Alors je suis d'accord que c'est insuffisant, mais c'est quand même des moyens en plus. Non, non, moi je parlais d'un rapport de type 1 à 2. Je pense que par rapport aux moyens qu'il faut pour enseigner à des enfants qui n'ont pas les parents derrière, qui n'ont pas la bibliothèque, à qui on ne lit pas des bouquins, à qui on ne tient pas la main, ben, il faudrait des moyens radicalement différenciés. Et si on le faisait, ça rendrait beaucoup plus intéressant le fait de prendre ces élèves-là et ça introduirait peut-être de la mixité sociale. Et si ça ne marche pas, au moins ça donne partout les moyens d'enseigner correctement et d'atteindre nos objectifs. Je vais répondre sur le NTPP. Radicalement, le NTPP, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut dire qu'il... Est-ce que ça... Ben, concrètement, ça veut dire qu'il faut donner cours devant 60 élèves aux gosses de milieux favorisés. C'est ça que ça veut dire. Hein. Si, parce qu'il y a plus de pauvres que de riches. Hein. Donc ça veut dire que si on veut vraiment que les gosses de milieux défavorisés se retrouvent devant des classes de 10 ou 15, et si on veut pas trop changer pour la classe moyenne, il faut que les riches se trouvent devant des classes de 60. On peut dire ça, mais je crois que ça ne va pas faire moins de scandale que si on régule davantage les inscriptions. Sauf si on arrête de faire d'autres doublés comme ça, on récupère un bon paquet de pognon aussi. Hein. Oui, on va très cher. C'est vrai, le redoublement coûte très cher, ça c'est un fait, et ça permettrait, mais je préfère qu'on mette... Moi, non, je suis pour la suppression du redoublement, mais pas sa suppression pure et simple du jour au lendemain, pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici, mais qui sont à mon avis liées à la culture du redoublement qu'on a en Belgique. Mais je suis pour qu'on prenne des mesures qui vont dans ce sens-là, et qui permettent effectivement à terme de faire des économies. Ce n'est pas la raison principale, mais c'est vrai que ça aura comme effet secondaire non négligeable de faire des économies. Avec cette économie, avec ces économies-là, moi j'aimerais bien qu'on diminue le nombre d'élèves par classe, certainement dans les écoles où il y a des milieux populaires, de manière plus importante, ça c'est sûr, et je voudrais qu'on mette en place des systèmes de remédiation, de détection rapide des difficultés. Je veux qu'on fasse tout ça. Mais on ne m'ôtera pas de l'idée que la meilleure manière qu'il y ait plus d'égalité, qu'il y ait moins d'inégalité, c'est de créer, c'est de favoriser la mixité sociale. Parce qu'on n'est quand même pas... Ici, tu disais, avec mon expérience, machin, mais il n'y a quasiment pas d'expérience de véritable mixité sociale. J'ai pas l'expérience de ça, puisque je te pose la question. Mais oui, voilà, oui, mais donc, en Belgique, on n'en a pas, je veux dire, mais il faut quand même regarder, c'est ça un peu l'intérêt des statistiques que je montrais tout à l'heure, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Je veux dire, alors, j'ai présenté certains graphiques, j'ai voulu me focaliser sur 4 d'entre eux. Vous savez que parfois, avant ce PISA 2012, j'insistais plus sur un certain graphique ou l'autre qui montrait vraiment une corrélation statistique très forte entre l'existence d'une régulation des inscriptions forte et donc de mixité sociale, parce qu'on peut dire oui mais c'est pas forcément lié, si c'est directement lié, et le fait qu'on réduise les inégalités. C'est absolument flagrant, c'est frappant, et c'est... Ah oui, oui, c'est ça, on ne peut pas... Donc la mixité sociale est vraiment un outil pour lutter contre les inégalités. Mais on le voit partout, parce qu'il n'y a pas... C'est pas noir ou blanc, je veux dire, on voit que plus la tendance est à la régulation et donc à la mixité sociale, moins il y a d'échecs, donc c'est une tendance généralisée en Europe, c'est les graphiques du style de ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est pas un pays, c'est vraiment une tendance générale, c'est chez nous. Alors autre chose que je veux dire par rapport à ça, parce que c'est important, parfois quand on parle de régulation ici, on nous regarde comme si on était des animaux qui viennent du zoo, en disant oui mais enfin vous vous rendez pas compte, vous ne pourrez pas tout à fait choisir à fond l'école de son enfant, mais on est assez unique par rapport à ça. Je veux dire, dans la plupart des pays, il y a la régulation des inscriptions, plus ou moins forte, mais il y a de la régulation, donc c'est pas tout à fait aberrant de dire qu'il faudrait réguler. Et alors, je veux dire cette question, parce que parfois on dit oui, mais il y a tellement, alors je vais encore revenir parce que souvent c'est bien ancré, il y a les quartiers, et les quartiers ne sont pas socialement mixtes, et donc comment voulez-vous faire, machin. Eh bien, je vais reprendre le même exemple que j'ai pris la semaine passée avec la France, parce que c'est assez frappant. Il y a quelques années, la France avait une carte scolaire. Une carte scolaire qui, à mon avis, avait énormément de défauts. Par exemple, elle ne tenait compte pour attribuer une école à un enfant que du critère géographique. Et voilà, vous habitez là, vous fréquentez telle école. Il ne tenait absolument pas compte de critères de mixité sociale, par exemple, explicitement. Ce que nous, on demande à la tête. Mais quand vous regardiez à l'époque la composition sociale des écoles françaises, il y avait moins de polarisation sociale dans les écoles françaises, il y en avait, hein, mais il y en avait moins que chez nous. Alors que pourtant, les quartiers en France montrent une plus grande dualisation sociale que chez nous. Donc ça montre qu'à partir du moment où vous avez une régulation de l'affectation des élèves,
vous avez quand même plus de mixité sociale que si vous avez le libéralisme total. Parce qu'il y a des stratégies conscientes ou inconscientes, mais extrêmement perverses qui sont mises en place. Quand vous avez la liberté totale, vous créez vraiment très vite une ghettoisation très forte des établissements. Et donc, oui, je suis intimement persuadé qu'il faut réguler, et réguler, plus on régule, plus on aura une lutte efficace contre les inégalités. C'est une question, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas réfléchi à cette question, mais est-ce qu'on n'espère pas trop que l'école, qui a pu jouer ce rôle peut-être dans le passé, d'arriver à plus d'égalité sociale, que, étant donné peut-être que l'école n'a plus cette capacité et qu'il y a tellement d'autres facteurs qui font que il y a d'autres choses qu'il faut changer aussi pour qu'on puisse arriver à plus d'égalité que uniquement compter sur l'école. Parce que, je veux dire, j'ai l'impression que l'école ne joue plus le même rôle qu'elle a peut-être joué du temps des grands-parents, des choses comme ça, comme dans un rôle d'égalité sociale, et que pour beaucoup de gosses, même de tous les milieux, l'école jusque-là, et qu'il y a tellement d'autres facteurs qui jouent, et qu'il faut peut-être travailler là-dessus aussi. L'école ne va pas résoudre les inégalités sociales, globalement. Je veux dire, c'est pas l'école qui va faire qu'il y a moins de pauvres et qu'il y a moins de riches, ou que l'écart entre riches et pauvres diminue. Moi, j'ai jamais dit ça. Donc ça, c'est autre chose. Il faut un autre combat politique pour ça. Il faut le mener ailleurs, et c'est pas à l'école qu'on va le mener. Par contre, moi, ce que je voudrais bien, et ça, je pense que c'est quand même très important, c'est que les inégalités sociales qui sont dans la société, elles ne soient pas accentuées parce que l'école ne donne pas du tout les mêmes chances d'émancipation sociale aux différents jeunes. Et je voudrais bien qu'elle ne reproduise pas les inégalités sociales et qu'elle n'accentue pas les inégalités sociales. Ça me semble important. Est-ce que on va, par exemple, si on me posait la question, est-ce que des mesures prises au sein de l'école pourraient réduire totalement les inégalités sociales à l'école? Je pense que non. Mais on a un cercle vicieux. Si on me dit, oui, mais alors il faut attendre de réduire les inégalités sociales pour prendre des mesures dans l'école, alors on va encore attendre longtemps. Donc je pense que plutôt qu'un cercle vicieux, il faut créer un cercle vertueux. Et que, puisque moi je parle d'école et qu'on est dans l'école, je ne veux pas dire qu'il faut rien faire ailleurs. Je veux dire que, par exemple, travaillons au niveau de l'école pour essayer de réduire les inégalités dans l'école. Et quand vous dites, et ça m'a un peu amusé, quand vous dites, il y a 30 ans, eh ben oui, on avait, c'est vrai, cette volonté de réduire les inégalités sociales et on y arrivait un peu plus que maintenant. C'est juste. À l'époque, alors ça par contre, je suis désolé, mais là il faudra 2 jours, si vous voulez que j'en parle, il faudra me réinviter parce que là pendant le journal on est aussi pour 1 heure là-dessus. Mais quand vous faites l'histoire de l'enseignement depuis qu'il existe, depuis qu'il est obligatoire, vous voyez que les ambitions qu'on attribue officiellement à l'école, que le monde politique attribue à l'école, correspondent en fait, en gros, aux intérêts du monde patronal, de la classe dirigeante. Et quand à un moment donné, vous avez eu une explosion je dirais, des technologies et que vous avez une explosion des besoins en qualification plus élevés, comme par hasard à ce moment-là, alors tout d'un coup, les grandes valeurs de il faut que les gosses de milieu populaire apprennent plus, il faut qu'on les mette dans les conditions qu'ils apprennent plus. L'enseignement rénové, c'était ça. Hein. Alors je dis pas que tout était calculé, que c'était vraiment de la mauvaise volonté, etc. Il y avait certainement une volonté, je dirais, sincère de la part d'un certain nombre de dirigeants politiques qui ont mis en place ce rénové ou qui ont travaillé d'un point de vue idéologique en disant voilà, il faut plus d'égalité. Mais comme par hasard, à ce moment-là, ça correspondait à l'intérêt global de la classe dirigeante qui voulait fortement augmenter les qualifications. Et ça, on peut le montrer, quand on arrive maintenant à une très forte polarisation dans la société, parce qu'on dit toujours qu'il faut des qualifications plus élevées. Ça n'est pas vrai. Oui, il faut des qualifications plus élevées, mais quand on regarde la création d'emplois un peu partout dans le monde, on voit qu'il y a aussi de plus en plus d'emplois non qualifiés qui se créent. Et donc quand on n'a plus besoin que tout le monde augmente son niveau de qualification, au contraire qu'on constate que ça coûte cher, et d'un point de vue économique peut-être inutilement cher, alors on commence à dire oui, mais peut-être qu'il ne faut pas... Moi, je n'aime pas trop ce genre de discours. J'estime que, moi comme progressiste, je veux que toute la population, et tous les jeunes, certainement issus de milieux défavorisés, apprennent beaucoup de choses à l'école, non pas pour qu'ils deviennent tous
des dirigeants et parce que c'est pas ça le but. Je veux pas changer de ce point de vue-là les choses, mais j'estime que les plus défavorisés dans la société actuellement sont probablement ceux qui ont le plus besoin de connaissances pour se défendre dans cette société qui est très complexe et qui est très castrante pour eux. Et donc je pense que oui, il faut des ambitions en tant que progressistes élevées pour toute la société, pas seulement pour une certaine forme. Si, par exemple, demain, on a une école avec une mixité sociale, en fait, j'aimerais savoir comment organiserez-vous cette école dans une classe où on a, par exemple, dans un enfant très pauvre qui a des difficultés d'apprendre, avec une élève peut-être une famille un peu plus riche, qui a des moyens intellectuels. Est-ce qu'on va juste mettre des classes avec différents niveaux Ah non, parce que si on fait ça, alors ça vaut pas de toute façon, ça vaut pour pas s'adapter à ça, ou est-ce qu'on met les enfants ensemble dans la même classe pratiquement comment on fait? Si c'est pour refaire des classes de niveau à l'intérieur des écoles, ça ne vaut pas la peine de se donner toute cette peine-là, évidemment. Donc, non, il ne faut pas refaire des classes de niveau, il faut vraiment que les classes soient aussi socialement mixtes. Donc ça, en tout cas, comme ça que moi je la vois concrètement, bien sûr. Et par parenthèse, je signale que on n'a pas beaucoup d'études là-dessus, mais les quelques études qu'on a montrent que en fait, les gosses de milieux défavorisés profitent beaucoup d'une telle situation. Parce qu'ils sont tirés vers le haut par les gosses de milieux plus favorisés, par les autres, par ceux qui sont... Donc ils profitent vraiment beaucoup de la situation. D'une part, les gosses de la classe moyenne plutôt aussi. Ils en profitent proportionnellement moins, mais ils en profitent aussi. Quant aux gosses les plus favorisés, eh bien en réalité, leur niveau ne va pas baisser si c'est fait intelligemment. C'est-à-dire si par exemple on profite de leur niveau pour, si on leur met à eux la responsabilité d'aider les plus défavorisés, si en quelque sorte il y a une sorte de tutorat entre élèves, eh bien ils vont aussi en sortir finalement vainqueurs, parce que ceux qui, vous savez, quand vous devez expliquer quelque chose, quand vous devez enseigner entre guillemets quelque chose, enfin le faire passer, vous devez le maîtriser beaucoup plus que si simplement vous devez passer un examen sur la question. Ça c'est clair. Et donc le fait de se forcer à synthétiser les choses, à faire, ça leur profite aussi. Donc moi je ne pense pas que ce sera défavorable à une quelconque forme d'élèves, mais c'est clair que les plus favorisés, les plus défavorisés en profiteront le plus. Ça c'est clair. J'ai une question sur l'école des devoirs. Je m'aperçois qu'en Belgique, il y a une école des devoirs. En France, elle n'existe pas. Donc je me demande quel est l'impact de cette école sur les progrès des élèves. Parce qu'elle est là pour aider peut-être les moins favorisés. Alors, les écoles de devoirs, et je suis d'autant plus à l'aise d'en parler que je sais que en tout cas certains de leurs responsables disent la même chose que moi, elles ne devraient pas exister. Je veux dire, dans le sens où si l'enseignement fonctionnait bien, elle serait inutile. C'est pas dans des écoles de devoirs parce que les écoles de devoirs, ça sert à quoi? Ça sert à faire, comme leur nom l'indique, les devoirs à des gosses qui ont des difficultés à les faire seuls chez eux. Et normalement, une école, enfin telle que nous on la conçoit, le travail devrait le moins possible se faire à domicile et le plus possible en classe, à condition que le temps scolaire soit suffisamment élevé. Et si on n'avait pas une école ségrégative, les écoles de devoirs seraient inutiles. Donc, et je sais parce que je suis dans une plateforme, enfin la PED, et c'est moi qui la représente, dans une plateforme de lutte contre l'échec scolaire, dans laquelle il y a plein d'associations, dont la Fédération francophone des écoles de devoirs, et un responsable me dit, ben oui, on ne devrait pas exister. En attendant, on existe parce que si on n'existait pas, ce serait pire. Ce en quoi elle a parfaitement raison. À partir du moment où l'école ne remplit pas son devoir, son travail, eh ben, ils servent à... C'est un plâtre, les écoles de devoirs, mais bon, si j'ai le bras cassé, c'est mieux que j'ai un plâtre que rien du tout. Hein. Et donc, voilà à quoi ça sert les écoles de devoirs. Sauf que si je peux me permettre d'ajouter un mot, et c'est dans le tableau de chair que je vous ai transmis, ce qu'on voit, c'est que les écoles de devoirs, si elles sont effectivement nécessaires dans le système actuel, n'infléchissent pas significativement la réussite scolaire. Elles ne changent pas le destin scolaire. Et donc, ce qui ne va pas, c'est que certains responsables politiques disent « Ah, mais il n'y a qu'à mettre en place plus d'écoles de devoirs, ça ira. » C'est non. Non, ça c'est clair. Dans l'école. Oui, c'est vrai qu'à notamment à Bruxelles, il y a beaucoup d'écoles de devoirs, et depuis 30 ans,
j'ai été un des membres fondateurs de la coordination des écoles de droit. Et depuis 30 ans, le nombre d'écoles de droit n'a fait qu'augmenter, alors qu'elle continue à dire, malgré que maintenant il y a un décret qui les reconnaît, qu'elle ne devrait pas exister. Mais en fait, le nombre d'élèves, parce que ce sont des structures qui sont relativement petites avec des moyens extrêmement faibles. Et donc le nombre d'enfants pour lesquels elle travaille est aussi proportionnellement relativement faible. Et donc effectivement, ça apporte des soutiens individuels qui effectivement, tu as parlé de plâtre, moi, les premiers on parlait de sparadrap, mais c'est la même chose. La blessure a augmenté depuis. Mais voilà, mais donc c'est ça, voilà. C'est sûrement pas, en tout cas, c'est sûrement pas une solution collective, une solution en termes de société à la difficulté des l'échec scolaire des enfants de l'hypothèse. Je voudrais savoir, quand la revendication que vous émettez de faire le tronc commun, si cela veut dire que tout le public scolaire qui est actuellement traité, accueilli dans l'enseignement spécialisé, doit être mis avec tous les autres, avec, je veux dire, les risques pour certains enfants de subir, parce qu'ils sont trop différents, des bribades de la part des autres. La question de l'enseignement spécial, c'est-à-dire des enfants qui souffrent de handicap, est une question très compliquée, parce que moi je ne veux pas dire... Moi, souvent il y a des gens, y compris dans la plateforme, qui prennent une position que moi je trouve trop radicale, qui consiste à dire qu'il faut intégrer dans l'enseignement ordinaire tous les enfants, quel que soit leur handicap, etc. Peut-être, mais moi vous ne m'entendrez pas plaider pour ça, parce que je ne suis pas sûr que c'est une bonne solution pour eux. C'est parce qu'évidemment l'intérêt de ces élèves-là qu'il faut regarder, c'est pas... Moi je ne sais pas, et donc non, en tout cas nous, pour préciser la chose, nous quand on parle de tronc commun, on ne parle pas du spécialisé par rapport à ça. Enfin oui, dans le spécialisé, il faut aussi un tronc commun, il faut aussi introduire du technologique là. Je ne suis pas sûr qu'il faut introduire dans les mêmes classes les gosses qui souffrent d'un certain type de handicap. Pour certains, certainement oui. Parce qu'ils ont un handicap léger pourquoi pas. Mais pour tous, ça je ne dirais pas. Je trouve qu'il faut, on ne peut pas s'improviser, il faut vraiment être spécialiste de la question. Moi je ne le suis pas et je ne vais pas dire il faut intégrer, je suis sûr que ça marche si on les intègre, tout ça. Moi je ne vais pas dire ça, je ne sais pas en fait, je n'en sais rien. Non mais on voit tout de même qu'il y a, je ne sais pas la proportion, mais le nombre d'enfants de milieux populaires qui sont orientés vers l'enseignement spécial et que nous on retrouve en alpha qui ont fait tout leur enseignement en enseignement spécial et qui, comme adultes, on voit bien que c'est des gens qui... Ah mais ça c'est autre chose, c'était pas ça la question. Qui ont été orientés là-dedans par orientation. Ah non mais... Tout à fait d'accord, non mais c'était pas ça la question, mais si on me dit est-ce qu'il y a de l'enseignement spécial des jeunes qui ne devraient pas s'y retrouver, la réponse est clairement oui. Ou alors il faut m'expliquer pourquoi il y en a plus qui sont d'origine populaire. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il y ait un jeune d'un certain handicap plus dans certains milieux sociaux que dans d'autres. Donc c'est clair qu'il y a des gens qui sont dans l'enseignement spécial et qui ne devraient pas s'y retrouver. Pour ceux-là, la réponse évidemment oui, ils doivent être intégrés dans le tronc commun. Mais pour ceux qui souffrent vraiment d'un handicap, c'est là que je dis que moi je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce que je trouve qu'on ne s'improvise pas spécialiste de ça. Oui, plusieurs choses comme ça. Je suis tout à fait d'accord sur la mixité sociale, il faut travailler là-dessus, mais il faut rappeler que ça ne se fait pas juste par un décret sur la régulation des inscriptions. Il faut vraiment que ce soit mis avec les autres mesures, comme vous insistez beaucoup sur d'autres mesures. On peut aussi rajouter la formation des enseignants, etc. Après, on peut discuter sur le critère de la proximité géographique à titre personnel et à l'équipe du GERM. On a eu beaucoup de discussions là-dessus et on n'est pas d'accord entre nous, mais je pense qu'à court terme, ça va changer les choses dans certains quartiers et pour certaines écoles. Mais ma crainte, c'est qu'on arrive très vite à un effet seuil. Limite de la proximité géographique, je dis simplement, on ne peut quand même pas dire qu'on ne peut en aucun cas prendre un critère géographique. Sinon, bon, à Bruxelles, on peut encore l'imaginer si on dit on reste sur Bruxelles, parce que bon, voilà, on peut se déplacer dans Bruxelles, mais en province, je dis, on ne peut pas quand même envoyer un gosse à 40 km de son domicile. Donc, bien sûr que oui, qu'il faut prendre des critères géographiques, ça me semble évident. Maintenant, il faut les combiner avec d'autres, et quel est le poids qu'on met? Est-ce qu'il faut plus tenir compte de critères, je dirais, socio-économiques pour avoir de la mixité que simplement de critères géographiques? Sûrement, sûrement. Mais dire qu'on ne doit pas tenir compte de critères géographiques, ça ne me semble pas tenable. On parlait d'effet seuil. Oui, et à prendre en compte un critère géographique de manière différente en fonction des réalités urbaines et à la campagne, puisque c'est clairement pas la même chose. Et pour moi, on doit faire deux régulations limite différentes et fonctionner
plus avec l'idée de bassin, mais avec aussi le réseau et tout ça. Est-ce que vous pensez aussi qu'il faut fortement augmenter les budgets d'enseignement? Parce que je pense que dans PISA aussi, ils font des espèces de calculs en disant qu'en Belgique, on ne dépense peut-être pas par élève, ou je ne sais pas comment ils calculent, beaucoup moins, mais que les résultats sont nettement moins importants. Est-ce que ça vous semble correct comme analyse, ou bien c'est... Alors il y a deux choses là-dedans. Quand l'OCDE dit que la Belgique n'est pas le pays qui dépense le moins pour son enseignement, il a raison. La Belgique n'est pas le pays qui dépense le moins pour son enseignement. C'est très clair. Quand on regarde la dépense identique par élève, est-ce que des pays arrivent à faire mieux que la Belgique? On a aussi raison. La réponse est vraie. Donc en clair, il y a moyen de faire mieux avec moins. Ça, j'ai pas dit. Les politiciens aiment bien. Non mais attends, parce que j'ai pas fini mon intervention. Je dis que il y a effectivement moyen de faire mieux avec autant. Ça, j'en suis persuadé. C'est à condition de prendre les mesures qui vont dans le bon sens, etc. Oui, clairement, il y a du gaspillage en Belgique pour des tas de raisons. Les réseaux sont une sorte de gaspillage, et le taux élevé de redoublement est une forme de gaspillage. Donc oui, il y a moyen de faire mieux avec autant. Néanmoins, c'est bien de comparer avec les pays voisins, mais d'abord, parfois, on dit des choses pas très correctes par rapport à ça. Quand on dit, par exemple, que la Belgique, par exemple, j'entends, parfois on dit, parce que la façon dont vous l'avez formulé, j'ai rien à dire, mais souvent j'entends la Belgique est le pays qui dépense le plus pour son enseignement, ou dans ceux qui dépensent le plus. Ça, permettez-moi de vous dire que c'est faux. Si on fait une distinction par niveau, par exemple, alors là on va voir que c'est vrai que dans l'enseignement secondaire on est dans les pays qui dépensent le plus. Dans l'enseignement primaire c'est certainement pas le cas, et dans l'enseignement supérieur encore moins. Donc en moyenne on est justement dans la moyenne, c'est-à-dire qu'il y en a à peu près autant qui dépensent plus que nous que ceux qui dépensent moins. Donc on est dans la moyenne. Dans le secondaire, c'est vrai qu'on est les plus dépensiers, mais comme par hasard, c'est là que l'effet de réseau joue le plus, c'est là que l'effet, je dirais, filière joue le plus, etc. Et donc oui, là, on dépense effectivement beaucoup. Mais on n'est pas parmi ceux qui dépensent le plus. Mais donc, c'est bien de comparer avec les pays voisins, mais je trouve aussi intéressant de comparer dans le temps les dépenses d'un même pays. Hein. Parce que quand je regarde ce qu'on dépensait au début des années 80, c'est quand même pas la préhistoire, au début des années 80, on dépensait 7% du produit intérieur brut pour l'ensemble de la Belgique pour l'enseignement. Maintenant, on est environ à 5%. C'est énorme comme différence. 2% de PIB pour l'enseignement, c'est énorme. Or, que je sache, les besoins à l'époque n'étaient certainement pas plus importants qu'ils sont maintenant. Je veux dire, la pauvreté, la polarisation sociale était moins poussée, la crise était moins avancée que ce qu'elle est maintenant. Enfin voilà, donc si on dépensait 7% du PIB à l'époque, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'était du luxe, et que ce serait du luxe d'en faire encore autant maintenant. Donc oui, nous à la PET, clairement, on réclame un retour à 7% du PIB. Parce que notre programme en 10 points, si on veut l'appliquer à fond, il va coûter cher. Et donc, oui, on va récupérer de l'argent avec le redoublement qu'on n'aura plus, c'est vrai, mais ça suffira quand même pas, parce qu'en plus que cet argent-là, on va le récupérer avec retard, évidemment. Hein. Il faudra le temps que ce redoublement progressivement. En attendant, les investissements, il faut les faire. Hein. Et donc, oui, je pense il ne faut pas avoir honte de demander plus d'argent pour l'enseignement. Je trouve qu'on le met parfois à de moins bonnes choses que ça. Mais donc voilà, j'espère avoir répondu un peu. Merci. Je voudrais avoir l'avis de la PET sur une chose qui m'avait frappé en travaillant sur la question d'enseignement, c'est la différence dans le système d'organisation. Visiblement, ce qui faisait, à une certaine époque, en tout cas, je ne sais pas du tout où ça en est, qu'une série d'écoles libres se portait un peu mieux en termes de qualité de fonctionnement, c'était la relative liberté, le fait d'être dans quelque chose de beaucoup moins... c'est quelque chose qui était énoncé, en tout cas quelque chose de beaucoup moins hiérarchisé que l'enseignement, par exemple, de la communauté française. Le fait qu'il y ait la nécessité de pondre vraiment par école un projet pédagogique, enfin, qu'il y ait une série de choses qui soient travaillées à l'échelle de l'école, même s'il y a un prescrit qui est le même pour tout le monde. Est-ce que c'est prouvé, avéré, significatif? Est-ce que c'est quelque chose qui percole au niveau de l'enseignement, de dire que... Enfin,
idéalement, moi aussi, j'aimerais qu'on en arrête avec les réseaux, mais la Belgique est telle que je ne vois pas bien comment on pourrait avancer sur ce chantier-là. Et en tout cas, quelles sont les choses à reprendre du fonctionnement de l'un ou l'autre réseau parce que ça a l'air de créer un fonctionnement un peu plus, un peu meilleur. Est-ce que vous pensez quelque chose de ce côté-là? Il y a deux questions par rapport à ça. La première, c'était quelle est la position de la PED là-dessus, je vais répondre tout de suite. Mais il y avait une sous-question qui percolait aussi, c'était est-ce que c'est vrai que ça fonctionne mieux parce que c'est mieux? C'est pas facile d'avoir des chiffres là-dessus, parce que c'est difficile de mesurer l'effet d'une organisation donnée, d'une certaine autonomie, machin, etc. Moi, ce que je pense, c'est que quand on regarde les niveaux de moyens obtenus par les élèves des différentes écoles, les écoles du réseau libre obtiennent en moyenne des meilleures performances, mais c'est lié à l'origine sociale des élèves qui les fréquentent. Je veux dire, il n'y a pas d'effet école libre autre que ça, à ma connaissance. Je suis sûr de ça. C'est difficile d'être sûr de ça. J'ai pas vu d'effet, j'ai rien vu qui allait dans ce sens-là, en tout cas. J'ai pas vu. Alors, ce qui se dit, c'est autre chose. Les faits concrets, moi, j'ai pas vu autre chose que ça. J'ai pas vu passer une seule statistique qui montrait que, à niveau social égal, une école libre réussissait mieux qu'une école publique. Je l'ai pas vu. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que je trouve que faut absolument pas tenir compte? Donc, quelle est la position de la PED par rapport à ça? Nous, on n'est pas pour l'autonomie des établissements, parce que l'autonomie des établissements... Oui, non, d'accord, mais donc, ça, on parle d'organisation, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser les directions d'établissements libres de faire un peu ce qu'elles veulent, etc. Moi, je ne pense pas, parce que je pense que, en fait, c'est ce qu'ils réclament, hein, particulièrement le CEGEC, qui veut toujours plus d'autonomie, mais c'est pour pouvoir faire ce qu'il veut avec l'argent public. Hein, donc, parce que ça, l'argent, le public, il le veut bien, mais il pourrait pouvoir faire ce qu'il veut avec. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Maintenant, en termes d'autonomie pédagogique, par exemple, nous à la PED, on est favorable à une plus grande autonomie pédagogique des enseignants. Pour l'instant, depuis quelques années, alors je m'excuse, mais on n'arrête pas de nous emmerder avec l'approche par compétences, qui est, à mon avis, une approche pédagogique dont d'ailleurs ceux qui en sont l'auteur en reviennent de plus en plus. C'est extrêmement tatillon, on va vérifier... Enfin moi, j'hallucine quand je me rends compte qu'il y a un inspecteur m'a dit texto, hein, donc, dans une autre fonction quand j'étais en tant que représentant syndical, un inspecteur m'a dit texto à une réunion, un inspecteur syndicaliste, hein, donc il était à l'intérieur, il m'a dit qu'il avait dû faire un mauvais rapport à un prof, à qui il aurait fait un bon rapport 5 ans avant, parce que 5 ans avant, il aurait eu une feuille blanche, et il aurait, en fonction de ce qu'il avait vu, fait un rapport en disant voilà, telle qualité, telle qualité, telle qualité. Et là, on lui avait donné une grille critériée, dans laquelle, est-ce que le prof, machin, fait ceci? Non. Voilà. Donc à la fin, un mauvais rapport. Donc moi, je trouve que là, on est vraiment dans l'absurde, quand un inspecteur, quelqu'un qui a quand même de l'expérience, qui a été prof avant, etc., juge qu'un prof est bon, mais qu'il est obligé de dire qu'il est mauvais, parce qu'il ne fait pas ce que, au niveau pédagogique, ça c'est quand même de l'absurde. Et donc, de ce point de vue-là, je suis pour qu'on foute un peu plus la paix aux profs, et c'est pas le prof qui parle ici, et c'est vraiment le militant. Je veux dire, moi je m'en fous, j'ai pas eu d'inspecteur qui m'a emmerdé jusqu'à présent, donc c'est pas ça. Je trouve vraiment qu'il faut plus d'autonomie pédagogique, mais ça veut dire qu'il faut laisser aux profs. Moi, je pense qu'on est plus à l'aise dans certaines méthodes que dans d'autres. Il faut aussi pouvoir s'adapter effectivement aux élèves qu'on a en face de soi. Moi, ce qui compte, c'est l'objectif qu'on veut atteindre. En termes de contenu, je veux qu'on arrive au même contenu pour tous les élèves. Si on y arrive un peu différemment, ça m'est égal. C'est fonction, je répète, de la personnalité du prof, c'est fonction des élèves qui sont en face. Et donc, oui, de ce point de vue-là, autonomie des profs, autonomie pédagogique, oui, mais autonomie d'établissement, là, je dirais non. Et pour répondre sur la question des projets d'école, au risque... Moi, j'aime pas trop la notion de projet d'école, parce que ça veut dire quoi, le projet d'école? Ça veut dire que... Enfin, moi, projet d'école, ça doit être que tous les élèves arrivent à un bon niveau et y arrivent par des méthodes qui sont intéressantes. Mais pourquoi une école devrait avoir un projet différent
d'une autre. C'est quoi ça? Comme tu l'as très bien dit, non, je réponds à la question là-bas maintenant. Ce que tu as très bien dit, tu l'as bien dit toi-même, c'est souvent dans les écoles de milieux favorisés qu'il y a des projets d'école. Oui, parce que, et c'est d'ailleurs, et ça m'énerve parce que les parents utilisent en général cet argument-là pour dire, ah oui, mais si on régule davantage, regardez, moi j'aurais vraiment voulu mettre mon gosse là, mais c'est le projet d'école qui m'intéresse. J'ai envie de leur foutre une paire de claques. C'est pas le projet d'école qui les intéresse, c'est le fait que c'est une école de bourgeois et qu'ils veulent mettre leur gosse dans cette école-là parce qu'ils sont bourgeois. Le projet d'école, c'est un prétexte pour moi. Le projet d'école, il doit. C'est quoi? L'objectif, il est le même quand même pour tous les élèves, c'est de les amener. Il devrait être le même, c'est de les amener à un bon niveau. Alors ça peut être, évidemment, je ne suis pas intégriste. Si on habite à côté de l'usine machin, hein, si l'école est à côté de l'usine machin, c'est sans doute intéressant d'aller voir l'usine machin, et que si on est dans une autre école plus loin, et qu'il est intéressant d'aller voir une usine qui fait peut-être autre chose, et donc, oui, on va pas tout à fait faire la même chose, mais c'est pas ça que j'appelle un projet d'école, moi. On peut intervenir? Attends, moi j'ai connu l'école dans laquelle tu en fais, et c'est aussi l'âme d'école, c'est la façon dont le corps pédagogique est animé par un directeur d'école, c'est la façon dont il fait travailler ses profs. C'est ça que j'appelle un projet. Ah, ça c'est autre chose. Mais ça, donc, si on je vais répondre de manière caricaturale, hein, mais c'est pas pour me moquer, mais si on me répond, si on me demande est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait un bon directeur dans une école qu'un mauvais, oui, je trouve que c'est mieux qu'il y ait un bon directeur. Mais c'est pas lié au réseau, c'est pas lié. Je vois pas ce qu'on peut faire pour ça. Oui, je suis d'accord, je transmettrai à mon directeur demain que je trouve que c'est un bon directeur. Mais moi aussi, je trouve que c'est un bon directeur. Non, mais c'est vrai en plus. Mais non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord, moi je suis assez content dans l'école dans laquelle je suis. Et pour info, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une école du réseau libre. Voilà, mais donc voilà, mais il le sait, il connaît mes positions sur le réseau, il les respecte. Et relativement mixte, oui, donc de ce point de vue-là, ce serait bien que la majorité des écoles aient une composition sociale comme celle-là. Oui. Mais c'est assez intéressant, hein. Pourquoi est-ce qu'elle est mixte? Parce qu'on est dans un quartier, il y a 3 types d'élèves dans cette école-là, puisqu'on parle de cette école-là. Il y a les gosses du quartier. Quartier, effectivement, plutôt classe moyenne. Il y a des commerçants et des machins. Donc voilà, il y a des gosses qui vont là parce que c'est l'école du quartier, ils trouvent normal d'y aller. Bon, ok. Il y a les gosses de milieux très favorisés, qui ont essayé Saint-Michel, qui ont essayé Jean-Baptiste, qui se sont plantés, et qui viennent chez nous, mais vraiment ils viennent chez nous en traînant avec une tête comme ça, ils arrivent en disant mais c'est la catastrophe, c'est vraiment la débandade, il faut bien qu'ils viennent là. Et alors très souvent, je m'excuse, hein, mais ces élèves-là ont souvent une mentalité assez hautaine, et très vite ils retombent parce qu'ils voient que c'est pas si évident que ça, il y en a parfois qui se replantent chez nous après s'être plantés à Saint-Michel, alors ils recommencent chez nous parce qu'ils vont quand même pas encore descendre plus bas, ça se fait pas, hein, donc ils recommencent chez nous, et alors là ils finissent quand même par réussir parce qu'ils ont compris qu'il fallait quand même travailler pour réussir. Et puis il y a la troisième catégorie, c'est les gosses de Molenbeek, les gosses de Saint-Gilles, dont les parents sont les plus conscients et qui disent « je ne veux pas que mon gosse est dans une école ghetto, machin », et donc ils cherchent une école où ils vont pouvoir peut-être s'épanouir davantage, etc. Et pour eux, c'est vraiment la promotion sociale invraisemblable de venir dans notre école. Donc on a les 3 catégories, hein. On a ceux pour qui c'est normal, ceux pour qui c'est la déchéance, et ceux pour qui c'est l'émancipation sociale de venir chez nous. Et ça donne un résultat qui n'est pas si mauvais que ça, effectivement. Donc ça montre que la mixité sociale, ça ne marche pas si mal que ça. Pour la formation des enseignants, je pense aussi qu'il y a un problème par rapport aux enseignants, quel que soit le type de formation qu'ils fassent master ou baccalauréat, sont encore majoritairement formés, malgré que les études soient allongées, comme si tous les élèves étaient les mêmes. Or, les jeunes enseignants qui, effectivement, au début, en tout cas, se retrouvent dans les classes où il y a des places, comme par hasard, les classes où il y a des places, c'est les classes des écoles les moins favorisées, se retrouvent souvent confrontés, quelle que soit leur motivation, et parfois elle est forte, face effectivement à, je dirais, des schémas, des codes culturels qu'ils ne maîtrisent pas. Ouais, donc je voulais un peu avoir ton opinion par rapport à ça. Alors, la formation des enseignants, encore une fois, là je ne suis pas un grand spécialiste, mais je suis persuadé, et je ne vais pas parler au nom de la PET, parce que la PET ne dit pas grand-chose là-dessus. Elle dit qu'il faut améliorer la formation des enseignants. Enfin, ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent le contraire, mais voilà, on n'a pas beaucoup développé cette question-là. Maintenant, est-ce qu'il faut l'améliorer? Sûrement. Est-ce qu'il faut l'allonger?
À mon avis, oui, maintenant ça va coûter cher de l'allonger, hein, donc je ne sais pas comment. Mais est-ce qu'il faut l'allonger? Oui. Est-ce que ça veut dire que les profs qui ont fait 2 ans ou 3 ans, ils étaient de mauvais profs, qu'ils étaient mal formés pour ceux qui sont dans le secondaire inférieur ou en primaire? Non, ils ne sont pas mal formés, simplement le monde a changé, le monde est devenu plus complexe, les élèves sont devenus plus complexes à gérer, etc. Et donc, je pense que oui, il faut améliorer, il faut allonger la formation. Je pense qu'il faut aussi améliorer les stages, et là certainement plutôt pour ceux qui sont issus de l'UNIF et qui ont fait très peu de stages. Bon, voilà, donc il faut faire ça. Peut-être, si on me demande, je ne vais pas aller plus loin parce que ce serait blablaté, je n'ai pas creusé assez cette question, mais je vais quand même dire une chose. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans la formation des enseignants et qui n'y est pas maintenant? Eh bien, ça. Je pense qu'il faudrait que les profs qui commencent le métier, ils sachent au moins dans quel jeu ils jouent. Moi, je vois mes collègues, ils sont d'une extrême naïveté. Hein. Quand on leur parle d'inégalité, machin, ils savent pas ça. Il ne faut pas croire que la grande majorité des profs savent ce qu'on a raconté aujourd'hui. Hein. J'ai un prof du supérieur, chaque année, il m'invite à aller parler devant ses élèves, en dernière année, dans les dernières heures de cours, qui sont donc de futurs enseignants, il m'invite et il trouve que c'est important qu'on vienne leur parler de ça. Ok, mais là on compte sur la bonne volonté d'un prof qui décide ça. Mais est-ce que c'est pas... J'ai pas dit que tous les profs devaient m'inviter dans toutes les... Je veux dire, est-ce que cette formation-là ne devrait pas être une formation obligatoire pour tous les... Et pas en 2 heures, comme je dis, ou en 1h30, vraiment pousser les choses plus à fond. En fait, pour des futurs profs, c'est important quand même. Donc moi je pense qu'il faut mettre ça dans la formation des enseignants. J'irai pas plus loin parce que j'ai pas réfléchi plus que ça. Ça, Marcel Craé m'a raconté une anecdote. Bon, il m'en a raconté quelques-unes, Marcel. Toutes les études scientifiques démontrent l'inutilité du redoublement. Tout à fait, oui. Sa fille fait des études normales pour devenir institutrice. Oui. Bah, si elle n'avait pas eu son père, elle n'avait jamais eu rien sur le redoublement. C'est ça. Elle n'avait jamais rien. Non, elle ne savait pas que toutes ces études, elle était persuadée, comme la plupart de ses collègues, que ça servait à quelque chose. Oui, c'est ça. Par exemple, oui, voilà, je suis d'accord. Ok, merci. On est arrivé au terme de notre séance, donc je remercie évidemment notre intervenant et je vous remercie de votre participation. Je pense que c'était un débat, on était plus nombreux, mais le débat était vraiment intéressant et je pense que c'est un sujet qui reviendra sûrement à la fin de l'actualité et qu'on pourra réaborder au sein de la tête. Merci.